Je vous remercie de cette invitation. Je ne vais pas reprendre ce que vous venez de dire, mais peut-être préciser quand même. Donc, je suis professeur en intelligence artificielle. Avant, on disait en informatique. Maintenant, on dit en intelligence artificielle. C'est redevenu à la mode, après de longs hivers. Donc, autant vous dire que l'intelligence artificielle, ça fait partie de l'informatique. Et que ce ne sont pas non plus des mathématiques. On utilise des mathématiques qui sont principalement des statistiques, des modélisations probabilistes. Et les mathématiciens, jusqu'alors, trouvaient ça très, très, très bas niveau, voilà, ce genre de mathématiques. Et en fait, c'est revenu au premier plan. Donc maintenant, les mathématiciens sont très contents de dire qu'ils sont à l'origine de tous ces systèmes intelligents qu'on utilise. Donc je pense qu'il faut remettre les pendules à l'heure. On est un domaine qui est l'informatique sur lequel on travaille depuis fort longtemps, et les modélisations d'apprentissage machine sont des sujets que des informaticiens, certes avec des compétences en mathématiques, ont mis en œuvre depuis un certain temps. Alors, mon équipe, qui se trouve à Saclay, dans un laboratoire propre du CNRS, qui est le LIMSI, qui est un laboratoire avec 2 départements, dont un département d'interaction homme-machine, qui travaille beaucoup sur le langage, que ce soit le langage parlé, le langage des signes. Là, on fait de la traduction automatique. On doit avoir des compétences sur une trentaine de langages. On s'intéresse aussi aux langues rares, aux accents régionaux. Il y a des corpus de données en basque, en breton. Enfin, on fait beaucoup de choses qui sont extrêmement précises et très peu vues en fait dans les communautés qui travaillent sur ces machines, puisqu'en fait, la plupart des systèmes qui sont mis en œuvre en anglais, en japonais, en chinois, en français, en allemand, mais très peu dans d'autres langues. Enfin, on voit de plus en plus émerger dans un grand nombre de langues lues, mais par rapport au nombre de langues existantes dans le monde entier, c'est très pauvre en fait. C'est très peu. Donc ça veut dire que on essaie de standardiser. L'interaction avec ces machines sera très probablement dans certaines langues, mais dans toutes les langues. Donc, dans mon laboratoire, on s'intéresse à toute cette variabilité qui existe sur les langues et dans l'idée de pouvoir donner des capacités aussi aux machines, de pouvoir reconnaître la parole, faire des dialogues avec des agents conversationnels. Et j'ai mis en place donc une équipe sur les émotions, le traitement des émotions en informatique, comment on peut modéliser ceci, comment on peut l'utiliser pour des applications bénéfiques pour tout le monde. J'ai beaucoup travaillé en collaboration, c'est un sujet éminemment pluridisciplinaire, avec lequel donc j'ai beaucoup de collaboration avec des psychiatres, des psychologues, des gérontologues. À l'hôpital Broca, par exemple, je fais des tests avec des robots, avec des personnes âgées, pour essayer de comprendre les attentes et puis aussi les rejets qu'il peut y avoir par rapport à ces machines. Et puis moi, collecter des données de voix âgées, qui sont différentes de voix d'enfants ou de voix adultes, pour mettre en œuvre des modèles qui soient plus performants. Donc vous voyez, c'est un domaine qui est large, qui m'a... quelque part, ce qu'on entend dans les médias m'ont fait sortir de mon laboratoire. C'est pour ça que j'écris ce livre, qui est le seul livre que j'ai écrit de cette manière-là. Je publie beaucoup, mais toujours dans des conférences d'experts. Du coup, j'ai trouvé que ces systèmes qu'on était en train de mettre en œuvre dans les laboratoires et partout dans le monde avaient un fort pouvoir de manipulation et qu'il était extrêmement urgent de venir parler de l'éthique et de ce qu'on voudrait mettre comme garde-fou dans ces machines. Donc mon langage est double. À la fois, je suis pour la technologie quand elle est utilisée à bon escient et contrôlée, et en même temps, je dis attention à toutes ces futurologies qu'on vous assène un peu partout. Restons sur l'état de l'art des machines et malgré cela, essayons de voir avec une IA qu'on appelle faible, quelles sont les recommandations à faire, voire les mesures à mettre. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'on est tous soumis à la science-fiction. Donc la science-fiction, c'est très bien. Real Human, c'était formidable. Donc c'était des séries télévisées suédoises qui nous montraient des robots dans la vie de tous les gens, dans la vie quotidienne, avec l'idée qu'elles avaient ce point de singularité, qu'à un moment donné, la machine devenait consciente, avait des notions de plaisir, des plaisirs. On voit le petit Wall-E au-dessus, qui est effectivement très affectif, même s'il ne représente pas, lui, il n'y a pas de leurre, il ne représente pas un humain, mais malgré tout, il a cette interface extrêmement affectueuse. Et puis Ex Machina et iRobot, qui étaient des films qui montraient en fait tout l'intérêt de cette modélisation émotionnelle. Donc au CNRS, donc dans ce laboratoire, nous on est toute une équipe et puis on travaille sur plusieurs robots qui étaient à l'origine des robots français. Nao comme Pepper ont été faits par Aldebaran Robotics, qui est maintenant japonais, qui a été racheté par un grand de la téléphonie au Japon, pour notre grand malheur, je pense.
Et donc j'ai décidé d'écrire ceci pour dire, bon ben voilà, on a peur des robots à cause des mythes qui sont ancrés dans notre culture, plus en Europe par exemple qu'au Japon, où ils ont effectivement pas les mêmes origines de mythes. Les mythes, c'est des révélateurs. On a le mythe du golem, Pygmalion. On a toujours cherché à représenter des formes quasi humains et essayer de leur donner la vie. On a beaucoup aussi, au XVIIe siècle, de chercheurs qui, en France, cherchent à faire des automates. L'automate de Vaucanson, un espèce de canard qui ingérait des graines, qui était toute une mécanique, en fait, on peut voir des représentations de tout ça donc au musée des arts et métiers, que je vous conseille pour toute l'origine des robots. Et donc l'idée, c'était de représenter, donc à travers cette machine automatique, l'ingestion de graines et finalement le tube digestif d'un canard. Et donc cette idée de modéliser le vivant a toujours été très forte. Et dans les mythes, par exemple le golem, où on essaie de faire une créature qui va aider le peuple juif à mieux vivre, il y a toujours cette idée qu'à un bout d'un moment, elle se rebelle contre son créateur et devient néfaste. Et donc du coup, il y a cette peur engendrée aussi et ces fantasmes engendrés autour de tout ça. Alors les fantasmes, ils ont été relayés beaucoup dans les médias, à travers des dires de collègues chercheurs qui sont pas forcément dans leur domaine. Alors dès que vous avez quelqu'un qui est dans un autre domaine que le sien, paléontologue, philosophe, demandez-vous est-ce que l'informatique est vue par tous les bouts de la lorgnette ou par un seul bout. Alors c'est intéressant d'avoir cette pluridisciplinarité, mais c'est intéressant aussi de l'avoir en étant instruit de toutes les capacités de ces machines. Donc j'ai essayé d'écrire ce livre pour expliquer quelle est la réalité de ces objets actuellement, vers quoi on tend à aller, et là où il y a vraiment des soucis, même avec une intelligence artificielle dite faible. Alors pour ça, je vais introduire toutes ces notions. Et ma détermination à venir parler à une large audience de ces sujets est liée aussi à mon implication dans une commission qui s'appelle la CERNA, qui est une commission de recherche sur l'éthique de ces systèmes automatiques numériques. La CERNA, c'est un groupe d'une vingtaine de chercheurs qui se réunissent très fréquemment pour discuter de différents sujets. Et on a émis plusieurs rapports et on continue à être très actifs dans la vie médiatique actuelle pour dénoncer certains propos et pour aller au plus près des principes fondateurs de ces différentes techniques, que ce soit, si je veux mettre des valeurs morales dans des machines, qu'est-ce que c'est que la gouvernance de ces machines. Et nous, on a travaillé sur un rapport sur la robotique et l'éthique, quelles seraient les préconisations à donner à des gens qui sont en train de créer des robots pour éviter des dérives, et puis que les informaticiens ou créateurs de ces machines soient aussi enclins à comprendre ce que c'est que l'éthique et à avoir des règles de déontologie, comme les médecins qui ont des règles de déontologie par rapport à leur métier. Eh bien, on pourrait imaginer aussi que les créateurs de ces machines suivent aussi un certain nombre de règles. Alors, c'est vraiment en train de changer. Vous savez qu'il y a une commission, vous savez pas, mais en tout cas, il y a une commission nationale sur la bioéthique, qui empêche de faire tout et n'importe quoi de modification du génome, etc. en France. Eh bien, on cherche aussi à avoir une branche active sur le numérique. Donc on voudrait aussi créer une commission de ce type-là. On a une réunion cette semaine, la semaine qui vient, pour réfléchir à comment on pourrait mettre en œuvre un comité qui soit capable de dénoncer des abus s'il y en a. Alors, comme je vous dis tout à l'heure, l'intelligence artificielle, englobe des mathématiques, c'est une science, c'est une discipline qui regroupe un grand nombre de choses et qui va chercher des accointances avec les neurosciences, les mathématiques et beaucoup de domaines en fait. Et donc j'ai regroupé un peu tous ces mots qu'on entend. On parle de cognitif, de prédictif, de smart machine, de deep learning, tous ces mots un peu savants qui sont prononcés autour de la robotique et de l'intelligence artificielle. Donc je vais essayer de vous donner quelques définitions, mais en essayant de les brosser de façon à ce que vous puissiez bien vous en souvenir. Donc l'informatique, c'est avant tout le fait de numériser. L'informatique est extrêmement importante. On parle toujours des peurs de l'IA ou de l'IA étant l'intelligence artificielle. Il faut penser à l'informatique en général parce que ces objets munis d'intelligence artificielle, ils vont être en réseau. C'est-à-dire ils vont communiquer avec d'autres objets. Et ce réseau est le premier danger.
C'est-à-dire qu'on peut aller le hacker, c'est-à-dire essayer de piloter nous-mêmes à travers le réseau des objets qui ne seraient pas à nous. Donc il y a un danger de piratage qui est important. Et je pense que c'est un des sujets qui est le plus dangereux, c'est ce réseau. J'en parlerai à divers sujets, bien que ce ne soit pas l'optique principale de cette conférence. Je vous donne un contexte et puis ensuite j'aborde plus précisément ce que sont les robots affectifs et sociaux et dans quel cadre on les utilise dans les recherches, dans quel cadre ils sont développés dans la communauté internationale. Donc, informatique, mécanique sont donc conjoints très très souvent. L'informatique a permis de prouver des théorèmes, on se sert des mathématiques pour modéliser des systèmes, donc on voit bien qu'il y a une corrélation forte. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Alors un algorithme, on vous rabat toujours la même chose comme exemple, mais je pense qu'il est assez explicatif. On dit un algorithme, c'est une séquence d'actions qui s'enchaînent. Quand vous faites une recette de cuisine, vous faites une sorte d'algorithme, puisque vous faites une espèce d'une succession d'actions avec certaines actions qui se répètent, comme on va faire dans un algorithme. Là, vous prenez des ingrédients, vous les mélangez, vous tournez un certain nombre de fois, et puis ensuite, vous avez réussi à faire la pâte et vous allez la faire cuire. Donc tout ça suit une séquence d'actions. Et un algorithme, c'est en fait d'écrire une séquence d'actions sur un ordinateur et faire que l'ordinateur va faire cette séquence d'actions à votre place. Donc c'est extrêmement puissant puisqu'on donne un certain pouvoir à l'ordinateur qui est capable de faire des calculs à notre place. Les grandes capacités des ordinateurs, c'est leur pouvoir de calcul et leur mémoire. On va revenir là-dessus. L'intelligence artificielle, donc c'est né dans les années 50, de l'idée de pouvoir recréer sur une machine des capacités cognitives. Capacités cognitives de l'humain étant de multiples facettes, j'en donnerai quelques exemples. Le fait de reconnaître la parole, le fait de reconnaître des objets, de reconnaître des gens, de traduire d'une langue en une autre, le fait de faire des calculs, de répondre à des questions, la conversation, tout ça fait partie du domaine de l'intelligence artificielle, et bien plus que ce que je viens d'énoncer, il y a multiples domaines. Mon domaine à moi, en tout cas, c'est plutôt celui de l'interaction verbale avec une machine, donc du dialogue homme-machine. C'est pour ça que je suis restée dans un ensemble de techniques qui sont directement reliées à mon sujet de recherche. Le big data. Le big data, ce sont des ensembles de données, et actuellement, on vous dit les données sont le pétrole. Alors c'est aussi très intéressant. Moi, j'ai fait ma thèse en 92 avec des réseaux de neurones, donc avec de l'intelligence artificielle, et j'utilisais déjà des big data. Enfin, des données, quoi. Et à l'époque, c'était pas du tout considéré comme le pétrole, c'était considéré comme les sous-tâches des informaticiens qui étaient... la collecte de données n'avait pas un intérêt énorme. Dans tous les projets qu'on faisait, il fallait pleurer pour avoir de l'argent, pour essayer de faire des collectes de données de bonne qualité. Or, à l'heure actuelle, ça s'est inversé. On nous dit, attention, maintenant, les données, c'est le Graal. Avec les données, on fait tout. C'est aussi faux. Donc, je pense que, moi, j'explique ça à mes étudiants en tout cas, il y a 50% qui sont liés à l'algorithme qu'on utilise et la façon dont on va l'adapter à la tâche qu'on veut faire, et puis les données et leurs choix qui sont d'une extrême importance aussi. Et si on n'a aucune connaissance des données qu'on manipule, on fait ce que j'appelle de la bêtise artificielle, ce qui arrive assez souvent. Donc le big data, ce sont des données en grand nombre. On parle aussi, attention, le big data, ça veut dire si les données sont toutes les mêmes, ça n'a aucun intérêt. Moi, je parle de rich data, de données qui sont avec une variabilité forte et qui vont effectivement représenter plus largement un domaine. Donc, à partir des données, on cherche à créer des systèmes qui vont apprendre des fonctions automatiquement. Et donc, je vais en reparler. Donc ça c'est le machine learning, l'apprentissage machine, qui est le terme qui est le plus intéressant. Pourquoi l'intelligence artificielle est revenue au devant de la scène? À cause du machine learning, c'est-à-dire des systèmes qui sont à base de réseaux de neurones, comme ceux que j'utilisais il y a bien longtemps, et qui ont monté en performance, premièrement parce qu'on a des processeurs beaucoup plus rapides. Quand je faisais les premiers systèmes dans les années 92, eh bien, c'était juste après 85 où on avait trouvé l'algorithme de rétropropagation du gradient, qui est une des découvertes de Yann Lequin. Il n'était pas le seul, mais c'est un des concepteurs de cet algorithme, qui permettait d'apprendre à une machine à reconnaître des formes. Là, il faisait de la reconnaissance d'écriture manuscrite, par exemple, ou de chiffres manuscrits. Moi, je l'ai appliqué au son, en essayant de décoder, à partir du signal sonore, des phonèmes. Les phonèmes étant les sons initiaux pour faire des mots.
Donc, ces systèmes, en 92, moi, il y avait certains apprentissages qui mettaient 1 mois sur une machine. À l'heure actuelle, ça dure moins d'1 heure sur ce portable-là. Donc, énormément de gains grâce à cette puissance phénoménale qu'ont les machines maintenant, avec des processeurs en parallèle. Et puis, la robotique. Alors, la robotique, c'est un domaine extrêmement intéressant pour nous parce que on est capable d'utiliser les systèmes qu'on essaie de mettre en œuvre dans la vie réelle. On embarque sur le robot une sorte alors, c'est pas sa conscience, surtout pas, parce que je vais en parler après, mais on embarque dans le robot la capacité de reconnaître des objets, de reconnaître des gens, de parler avec les gens. C'est ça qui m'intéresse moi, plus que la partie mécatronique qui est celle de faire bouger le robot. Rentrez, hein, parce que les gens ne rentrent pas. Vous devriez aller voir, monsieur. Ah bon, pardon, je ne savais pas. Je ne savais pas. Ils sont dans le musée, ils passent par hasard. Pas forcément. Alors, bon, enfin, peu importe, vous gérez. Donc, en robotique, non mais j'arrête pas de voir des gens qui font ouh, et puis donc la robotique pour nous c'est l'énorme intérêt, c'est que on embarque sur une plateforme beaucoup de ces modules utilisés en intelligence artificielle dans leur complexité. Puisqu'en fait, le robot, il va essayer de faire des actions comme prendre un verre, venir parler avec vous. Voilà. Et le fait de se poser ces questions dans leur complexité de vie réelle est effectivement un terrain de jeu extrêmement intéressant pour aller plus loin que ce qu'on sait faire dans les laboratoires. Donc, un robot, c'est pas ce qu'il y a à gauche, hein, c'est ce qu'il y a à droite. Un robot, c'est principalement un système qui perçoit de son environnement des informations à partir de senseurs, de capteurs comme un micro, comme une caméra, mais d'autres senseurs, ils repèrent le chaud, le froid, ils peuvent aussi avoir si c'est un robot humain, avoir une caméra dans le dos, nous on n'en a pas. Donc ils ont des capteurs, si on simule un humain, en tout cas, qui peuvent être beaucoup plus que ce que nous on a naturellement. Par exemple, dans mon oreille, j'entends pas les sons très bas, j'entends pas les sons très hauts. Quand je vieillis, j'entends encore moins bien. Mais lui, le robot, il peut entendre parfaitement bien sur une gamme beaucoup plus large que la perception humaine. Donc on se rend compte que ça peut être supérieur à nous pour percevoir. Ensuite, la deuxième grande action de ces machines, capacité de ces machines, c'est la capacité de raisonner. Bon, donc il perçoit un certain nombre d'informations de son environnement et puis on lui donne des logiciels pour être capable de raisonner à partir de ces informations et prendre des décisions. Donc on verra après, il y a différents types d'algorithmes pour faire ça. Et puis le troisième grand ensemble de capacités de la machine, c'est le fait de pouvoir générer de la parole, faire des actions dans l'environnement dans lequel il est. Donc 3 grandes choses, perception, raisonnement, génération d'actions. Donc tous ces systèmes qu'on appelle des robots sont capables de faire ça. Alors les puristes disent en plus un robot doit pouvoir bouger, mais vous verrez que dans plusieurs robots, eh bien, il ne bouge pas, il bouge juste la tête. Il ne bouge pas forcément en marchant ni en roulant, mais il peut être juste, il bouge la tête ou il bouge un bras. Il n'est pas obligé d'avoir une tête non plus. Enfin, donc il y a toutes sortes de représentations de robots et la voiture est un robot. On la considère comme un robot. Et mon frigidaire, si demain il a des capteurs à l'intérieur, capables de percevoir ce qu'il y a encore de disponible dans le frigidaire, capable de raisonner sur ce qui reste et capable de m'envoyer des messages pour me dire il ne reste plus rien, faites des courses, ou je vais faire les courses parce qu'il ne reste plus rien, c'est aussi une sorte de robot. Donc on différencie en fait robot de bot. On enlève le RO, qui est le fait d'être juste un logiciel embarqué sur ma machine, qui peut aussi me capturer mon visage, là, m'écouter, faire un certain raisonnement là-dessus, décider quelque chose et puis m'envoyer des messages. Vous voyez, donc il n'y a pas besoin de bouger, hein, c'est une sorte aussi de système intelligent. Et s'il n'a pas cette capacité, s'il n'est pas incarné, c'est-à-dire s'il n'est pas physiquement dans un objet autour de nous, eh bien on considère que c'est un bot. Mais il peut aussi avoir les capacités des outils que je développe et que je mets dans des objets. Alors, ça c'était pour reprendre un peu d'historique, mais je vais aller juste sur la fin. Hein. L'IA, l'intelligence artificielle, a vraiment émergé à partir du moment où on a prouvé les capacités entre guillemets intelligentes des machines, et notamment on a pu le montrer à travers le jeu d'échecs. Donc en 97, IBM, qui a un système qui bat des champions du monde de jeux d'échecs,
On a fait la même chose avec les jeux de Jeopardy, des quiz, donc de connaissances, et la machine a plus de mémoire et accède plus de mémoire qu'un humain, et donc elle a aussi une des compétences importantes. Ensuite, je vais venir tout de suite à 2015 et AlphaGo, qui est montre aussi des compétences très très intéressantes pour arriver à battre des joueurs de Go. Alors, on a même parlé de coups magiques. Alors je reviens là-dessus. AlphaGo, donc le jeu de Go, c'est un jeu ancestral chinois très, très apprécié dans tout le monde asiatique. Et la machine qui a été faite a été une machine qui a été faite par des anglophones, hein, des Anglais, DeepMind étant, Google DeepMind étant à Londres, et puis aussi tout un tas d'ingénieurs qui venaient aussi des États-Unis. Donc il y a eu, à partir de là, une énorme prise de conscience de tout le monde de l'importance et des performances qu'on pouvait obtenir avec ces machines. Donc énormément de budget donné en Chine, au Japon et en Corée, en Taïwan par exemple, sur l'intelligence artificielle. Les dires des Russes disant les premiers qui auront l'intelligence artificielle, qui auront cette puissance de calcul, qui sauront les mieux programmer ces machines, seront les gens les plus influents bientôt. Et tout ça démarre à peu près à ce moment-là. Alors j'ai l'occasion de rencontrer, moi, lors d'une conférence, Fan Hui, jeune chinois champion de Go, qui a entraîné la machine chez AlphaGo. Et donc il me dit, bon, cette machine, j'ai joué avec elle, et c'est surtout, j'ai regardé les traces. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a une machine, on peut tracer les décisions que prenne la machine. Alors c'est pas toujours vrai, mais on essaie la plupart du temps d'avoir quelques traces. Et il a remonté les traces, et donc quand je lui ai demandé, mais finalement, quand elle donnait ses coups fantastiques, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, bah voilà, moi j'arrive à projeter, en fait, à anticiper un certain nombre de coups. Comme quand on joue aux échecs, on se dit, bon voilà, si je bouge la tour, je fais ci, je fais ça, je vais avoir, je sais pas, 10 coups d'avance, et c'est beaucoup. Je lui ai demandé combien de coups vous arrivez à anticiper, ou vous imaginez, vous élaborez votre raisonnement pour choisir le bon coup, à partir de combien? Et il m'a dit 50. Et là, j'ai fait, waouh, quand même, 50 coups. Alors après, il m'a dit, oui, mais sur très peu de jeu au départ, c'est-à-dire qu'il prend 3 coups possibles et puis il développe très loin. J'ai dit, la machine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait sur un énorme champ de possibles au départ et elle développe jusqu'à 63 coups, j'ai vu dans les meilleurs coups. Et donc elle va plus loin en capacité computationnelle, c'est-à-dire de choix possibles développés. Donc c'est très lié à la puissance de calcul et la mémorisation. Et ça, c'est l'intelligence de la machine. Il faut comprendre ça. Depuis, ils ont montré autre chose d'intéressant, AlphaGo, c'est-à-dire que cette machine-là a été conçue par une centaine d'ingénieurs, avait joué les parties les plus fantastiques au monde, avait joué contre elle, donc avait renforcé toutes ses capacités à part différents mécanismes. Et ils ont montré dernièrement que même avec moins d'import d'experts, parce que quand on lui montre une partie jouée par un expert, quelque part on lui donne des bonnes pratiques. Même sans ça, la machine est capable d'arriver au même niveau, donc par apprentissage automatique. Mais il ne faut pas se leurrer. D'abord, c'est un apprentissage d'un jeu où on connaît toutes les limites. On sait exactement quelles sont les limites du jeu. Ça n'a rien à voir avec même aller demander à un robot d'aller prendre un verre d'eau dans une pièce. C'est une pièce qu'il ne connaît pas, donc c'est complètement différent comme approche qu'un jeu où on cherche à trouver les meilleures solutions, sachant qu'on connaît toutes les solutions possibles. C'est certes énorme comme champ des possibles, mais c'est limité. Et donc le fait que ce soit limité fait qu'on peut développer, grâce à ces machines très puissantes et grâce à des heuristiques qui sont des astuces qu'on va mettre dans la machine, on peut développer des systèmes extrêmement performants. C'est ça l'intelligence des machines. Et on peut le faire pour beaucoup de tâches. Et c'est ce qu'il faut apprendre à faire de façon la plus poussée possible pour être mieux à même d'utiliser ces machines et ne pas en avoir peur et ne pas dire qu'elles sont intelligentes comme des humains. Ça n'a rien à voir. Je ne vois aucun humain aussi intelligent que cette machine pour faire les calculs. Par contre, je vois de l'intelligence chez l'humain d'une façon énorme par rapport à cette machine. Bon, je continue et j'ai souvent mis ça en parallèle. La faculté de la machine de faire justement cette compétition et l'humain qui mange une pomme. La machine ne saura jamais le goût de la pomme. Elle n'a pas d'intériorité, pas de viscère, et donc pas de perception sensible du monde. Même si on essaie, comme j'essaie de le faire, de lui donner des capacités émotionnelles. C'est de la simulation. C'est de la simulation
avec des mathématiques qui n'ont rien à voir avec du viscéral et finalement de la perception intrinsèque des choses comme on l'a, nous, humains. Donc on fait des intelligences avec ces machines, mais elles sont très différentes de nous, très différentes dans leur apprentissage, parce qu'il faut leur montrer énormément de fois des choses pour qu'elles apprennent. Elles n'ont pas d'intuition, donc elles apprennent au pas à pas. On leur montre une chose, on refait, et on refait, et on refait. Un enfant à côté, il est d'une intelligence faramineuse. Certes, il a... au départ, c'est moins facile, mais il va piger tout de suite, il va comprendre. De la même façon, un robot, par exemple, ne sait pas prendre les objets. Il faut lui apprendre à prendre les objets. Nous, on a cette faculté, devant un objet nouveau, de se dire à quoi ça sert ? À quoi ça pourrait bien servir ? Ça s'appelle l'affordance. Donc c'est une intuition qui vient de notre sens commun des choses, de l'environnement dans lequel on vit, et qui fait qu'on va tout de suite essayer de trouver une fonction. Vous trouvez un truc qui ressemble un peu à un bocal, vous dites, bon, ça sert à boire, ça met du liquide dedans, ou voilà, je vais trouver une façon de m'en servir de cet objet, je vais trouver comment le prendre, et je vais imaginer son poids et plein de choses que la machine n'est pas capable de faire. Rien que pour prendre un verre, c'est très difficile, et à chaque fois que le verre est différent, il faut lui réapprendre, ou elle va réapprendre toute seule, mais avec un temps très long. J'ai un collègue qui a monté l'équipe Flowers, qui est à l'INRIA, et qui fait des choses très très intéressantes sur l'apprentissage non supervisé. Et donc, par exemple, il a un bras de robot qui fait des crêpes. Donc, c'est une fausse crêpe, sinon il en mettrait partout. Mais alors, il fait ses crêpes. Alors, savoir faire une crêpe, vous savez, comme tout le monde, c'est pas facile parce que, bon, on va probablement y arriver, mais c'est pas forcément le truc immédiat. Ou alors, on en a fait beaucoup. En tout cas, l'ordinateur, le bras de robot, lui, il va essayer, et puis il se trompe, jusqu'à tomber sur le geste parfait. Le geste qu'il faut faire. Et là, vous pouvez le laisser faire pendant des heures. Il sera super bon pour faire sa crêpe. Vous prenez un humain à côté, il fait une crêpe. Alors lui, il va prendre beaucoup moins de temps pour arriver à la faire virevolter. C'est ça, c'est de faire sauter des crêpes. Mais une fois qu'il l'a fait une fois, ça ne veut pas dire qu'il est capable de le refaire plein de fois. Il peut encore se tromper. Okay ? Donc c'est ça. On a cette énorme intuition qu'ont pas les machines. Et les machines, par contre, elles apprennent. Et au bout d'un moment, quand elles ont appris, elles savent faire. Voilà. Et si on change un peu la donne, il va falloir réadapter. Okay ? Donc, si je reviens à l'intelligence artificielle et les fondamentaux, au départ, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des chercheurs très jeunes d'ailleurs, ils avaient une vingtaine d'années quand ils commencent à parler de capacités cognitives qu'on veut mettre dans les machines, et ils commencent par faire des systèmes experts. Ce qui marchera bien dans les années 90, c'est ce qu'on appelle les systèmes experts. C'est-à-dire que ce sont des humains qui mettent des règles d'experts dans les machines, pour la perception et pour le raisonnement. Et donc, il n'y a pas forcément d'apprentissage ni d'abstraction. La deuxième vague, c'est l'apprentissage dit statistique, c'est-à-dire qu'on va apprendre à partir de ces big data, à partir des corpus de données. On va se dire, voilà, je ne sais pas expliquer ce que c'est qu'un chat, par exemple. Je ne sais pas spécifier que c'est un chat. Ça a des moustaches, des oreilles. Enfin bon, comment je vais faire pour distinguer le chat du chien, ça ne va pas être évident. Du coup, je prends un grand nombre de photos de chats et je dis, tout ça, ce sont des chats. Et la machine va apprendre la fonction qui associe finalement la description du chat au mot chat à partir des images toute seule. Ouais, très bien. Mais elle apprend sans savoir ce que c'est qu'un chat. C'est ça qu'il faut comprendre. Elle est entraînée pour faire cet apprentissage sans comprendre absolument rien de ce que c'est que l'image. Donc, il faut bien voir ce que c'est que ce sont des systèmes qui, donc, ne savent pas trouver les causalités d'explication de pourquoi de la décision, mais qui sont capables d'être très performants quand même. C'est ça notre problème actuel. Donc, on en est à la troisième vague où on se dit, voilà, le Graal, c'est produire des explications. C'est-à-dire, comment je peux faire pour utiliser ces machines très performantes qui, en fait, encodent toute la connaissance dans des matrices de chiffres, pas du tout dans des règles explicites, parce qu'en fait, il y a plusieurs approches donc, dans l'apprentissage machine, dont une qui est basée sur les réseaux de neurones, qui sont ceux que j'ai utilisés moi déjà en 92, qui n'a pas beaucoup changé. Ce qui a changé, c'est qu'il y a plein de couches cachées, on appelle ça le deep learning, qu'on a des performances meilleures, on sait mieux les entraîner. Et par contre, on ne sait toujours pas produire d'explications très fines, et c'est vraiment un sujet de recherche actuel. Donc pourquoi on est monté maintenant en performance ? Principalement à cause de ceci. Donc on a des transistors de plus en plus petits, on a une puissance de calcul monumentale. La loi de Moore dont on vous parle tout le temps, et Laurent Alexandre bassine tout le monde avec des chiffres incroyables, elle est en train aussi, on est en train de se dire on n'ira pas à l'infiniment petit, au bout d'un moment on ne sait plus faire. Donc il va falloir changer de codage aussi, on parle de machines quantiques. Mais je n'irai pas plus loin là-dessus, mais
Voilà, c'est pas exponentiel à l'infini ce truc-là. Hein. C'est faux de dire ça. Donc cet apprentissage machine, il est lié aux données. Donc les données que j'ai choisies sont fondamentales pour que la machine soit capable de découvrir une fonction, une spécification à partir de l'ensemble des données. Et donc pour faire ça, il y a plusieurs types d'algorithmes, dont 3 types principaux. On va dire, soit ce sont des apprentissages dits supervisés, c'est-à-dire que je donne l'étiquette, comme le chat, là j'ai dit ça c'est des images, ce sont des chats. Ou alors dit non supervisé, c'est-à-dire que là je donne des images, mais je ne dis pas c'est des chats. C'est la machine qui devra trouver toute seule que ce sont des chats, ce qui est beaucoup plus difficile, et qui sont encore des techniques que l'on ne maîtrise pas. Hein, on est en l'embryon de savoir comment faire avec ça. Et puis, ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Typiquement, un aspirateur, quand il va se cogner dans le mur, il va apprendre très vite qu'il ne faut pas faire ça. Donc, il va avoir un certain nombre de règles codées à l'intérieur, de récompenses, on appelle ça, et qui vont l'orienter à aller à droite, à gauche, enfin, qui vont renforcer son expérience. Dès qu'il sera sur une expérience qui est plutôt négative, il va mémoriser ça et il ne va plus le refaire. Donc, ces 3 types d'apprentissage, par exemple dans AlphaGo, sont présents. Donc il y a l'apprentissage, surtout les 2 qui sont le renforcement et l'apprentissage dit l'apprentissage supervisé par réseau de neurones. Dans les architectures qu'on a, on a soit des réseaux de neurones à apprentissage profond, soit des réseaux récurrents qui prennent en compte le temps, soit convolutifs, il regarde une partie de l'image et puis il utilise cette partie, soit d'autres approches en modèles statistiques qui sont moins performantes, mais qui vont générer des règles explicites. Donc le plus performant à l'heure actuelle, ce sont ces apprentissages par réseau de neurones, mais on ne sait pas ce que la machine apprend vraiment. Et c'est la difficulté qu'on a à l'heure actuelle. Vous voyez, tout ce qu'elle apprend, ce sont des chiffres qui sont sur tous les traits bleus là, entre les neurones. C'est-à-dire des matrices de chiffres. Mais absolument pas, un chat, c'est une oreille avec des pattes, des moustaches et tout ça. Rien de tout ça. Et en fait, le vrai fonctionnement de tout ça, c'est la discrimination. C'est-à-dire que si j'essaie de discriminer entre des chats et des chiens, je vais me sélectionner un ensemble d'images de chats, un ensemble d'images de chiens, et la machine va apprendre par une propagation des activités à partir de l'image que je mets dans le input layer. Là, c'est une image que je mets, comme l'image de la dame, là. Et puis je propage en fait l'activité dans tous mes neurones par des règles mathématiques que je ne vais pas vous expliquer ici. Je compare à la sortie avec l'image que je souhaitais découvrir. Par exemple, là, c'est une dame contre des chats, on va dire. Et je rétropropage cette information sur tous mes chiffres et je les modifie un petit peu pour que la fois suivante, quand je refais ce passage, l'image soit plus proche de la vérité qui est normalement celle qui est l'étiquette que je donne. Donc en fait, c'est une machine qui apprend en étant supervisée par les catégories des images qui sont utilisées pour cet apprentissage. On le fait par des temps très, très longs, puisqu'on va proposer beaucoup d'images avant de stabiliser un modèle, mais c'est très performant et ça le fait tout seul. Donc, c'est effectivement vrai que la machine a pu, dans le cas du Go, proposer des solutions qui n'étaient pas envisagées par les humains. Le joueur de Go que j'avais vu m'a dit « j'ai appris de la machine, en fait. J'ai vu pourquoi elle avait choisi ça, et maintenant je joue mieux ». Bon. Ça, c'est aussi une information qu'il faut comprendre. Ces machines, ces outils peuvent nous améliorer aussi certaines décisions parce qu'ils iront voir plus loin, avec plus de mémoire. Et c'est ça qu'il faut trouver, c'est cette complémentarité avec l'humain qui est essentielle. Par contre, c'est opaque. Les décisions que prend la machine sont opaques. Donc on est en train de chercher beaucoup de systèmes, comment faire pour arriver à expliquer les décisions de ces systèmes d'apprentissage profond. Ils sont aussi assez instables. Alors ça aussi, il faut comprendre. C'est-à-dire que lorsque on reconnaît des images, on prend sur Internet par exemple plein d'images de lions et on donne tout ça à la machine. Et dans les images de lions, il y a beaucoup de lions qui sont dans les savanes. Bah oui, parce que c'est là où ils vivent. Et en fait, si vous montrez une image que de savane, la machine peut dire ah bah c'est un lion, parce qu'elle a appris aussi le fond de l'image. D'accord ? Un biais. Un autre biais, vous prenez un même lion, puis vous enlevez les pixels, puisque c'est des images, c'est des pixels, hein, vous mettez du blanc à la place des pixels d'un œil. Alors l'humain, il voit toujours que c'est un lion, même s'il a les bornes d'un œil. Mais la machine, elle peut très bien se tromper et puis reconnaître que c'est un lion. Donc, à l'inverse, de la même façon, je prends mon système qui a appris à partir de plein d'images, je fais du reverse, j'essaie de générer des images à partir de ce modèle génératif, qui n'est pas en fait un modèle génératif, mais j'essaie justement de générer des images, et les images n'auront aucun sens pour un humain. Donc, cette
façon d'encoder dans la machine est très propre à cette intelligence simulée avec des réseaux de neurones, et c'est très loin de nos neurones cérébraux. Un neurone mathématique utilisé dans ce système, c'est le même que ce qui lui a été proposé dans les années 30 par McCulloch. C'est en fait un automate, c'est-à-dire un automate à seuil. C'est globalement ça. Chacun des neurones de ce genre de machine, dans le deep learning, c'est quoi? C'est un noyau dans lequel arrivent des activités qui viennent de dendrites. Si vous connaissez un peu le neurone biologique, il a un noyau, des dendrites, c'est-à-dire des liens avec les autres neurones qui arrivent. Qu'est-ce qu'on fait dans le noyau? On fait la somme de toutes les activités qui arrivent des autres neurones. Et il y a une autre fonction dans ce neurone, c'est la fonction de propagation. Donc, à partir de la somme, si c'est supérieur à un certain seuil, je vais propager cette activité sur ce qu'on appelle l'axone, c'est-à-dire sur à nouveau un lien avec d'autres neurones, et je vais propager l'activité. Voilà, c'est tout. C'est une fonction mathématique extrêmement simple pour simuler un neurone. Ensuite, les couches cachées là, qu'on a données, cette hiérarchie par couches cachées est aussi très loin de ce qu'il y a dans le cerveau. On a des architectures neuronales bien plus complexes que ça. On a des neurones de différents types. Donc, laisser croire que plus on va mettre de neurones de ce type-là dans du deep learning, plus on s'approchera de ce que c'est faire le cerveau, c'est une fumisterie. En tout cas, dans la modélisation actuelle, c'est absolument pas proche, c'est d'une simplicité énorme par rapport à ce que fait notre cerveau, mais par contre, c'est quand même capable d'apprendre un certain nombre de formes, et pourquoi pas utiliser ceci? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire bluffer par le côté mimétique. On a mimé quelque chose de très très simple en le simplifiant énormément, mais il n'empêche que c'est quand même très performant. Donc on continue à travailler évidemment sur ces approches de réseaux de neurones, en essayant d'en faire, on appelle ça des boîtes noires, le fait qu'on ne puisse pas regarder dedans, en essayant de les piéger, et on essaie de les piéger par les données en entrée. On donne des données extrêmes ou des données bizarres, on essaie de regarder comment la machine fonctionne. Si son environnement, si sa capture de données n'est pas celle qui était prévue, qu'est-ce qu'elle va donner comme information, comment elle va se comporter. Donc ça, c'est des questions technologiques, mais qui engendrent aussi des questions éthiques. Est-ce que je vais utiliser ces machines alors que je ne sais pas comment elles fonctionnent, comment elles prennent leurs décisions? Des questions juridiques, qui va être responsable s'il y a un problème avec une machine? Et sociétales, voilà. Qu'est-ce qu'on est en train de faire dans la société avec ceci? Et notamment dans l'Internet des objets, comme je disais tout à l'heure, tous ces objets qui seront munis d'apprentissage d'IA, d'intelligence artificielle, et qui auront appris, qui pourront continuer à apprendre pendant leur mise en œuvre, eh bien, ils vont tous être connectés, ils vont tous parler entre eux. Et qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Ça veut dire que quelque part va être centralisé un grand nombre d'informations qui correspondent, par exemple, à votre identité et à la façon dont vous vous comportez. Il y a certains pays qui ont accepté la puce RFID. Vous avez entendu parler de ça? C'est-à-dire qu'on a une puce qui permet finalement d'être identifié, mais aussi d'avoir des informations médicales sur nous, de compte en banque, plein d'informations qui sont codées. Donc vous imaginez que si toutes ces informations sont accessibles quelque part, bon, qu'est-ce qu'on a comme assurance de ne pas pouvoir être hacké ou piraté par quelqu'un? Comment mon assurance va les utiliser? Moi, j'ai vu des choses qui font un peu froid dans le dos. C'est-à-dire que si on voit que vous êtes à même à prendre, je sais pas moi, un petit verre à l'apéritif, peut-être que votre assurance sera tenue au courant et elle va décider que vous êtes plus à risque que quelqu'un d'autre, puisque vous buvez. Donc, il va falloir faire attention à toutes ces relations entre la façon dont les objets vont être dans notre quotidien, vont nous espionner, pour notre bien-être, pour notre santé, voilà. Et en même temps, qu'est-ce que ça va engendrer comme contrainte et comme chose non souhaitable dans la société. Moi, j'ai décrit dans mon livre, par exemple, des expériences qui sont faites en Chine, où, eh bien, la personne, on regarde pour chacun son comportement sur Internet, et il y a une note de comportement liée à sa façon d'être ami avec les autres, de bien se comporter, etc. Et cette note de comportement agit sur, finalement, mes droits sociaux dans la cité. Je ne sais pas, le fait de mettre mes enfants à telle école, le fait d'être augmenté, le fait de... Voilà. Donc ça a une incidence, mon comportement sur Internet, qui est donc récupéré par des trackers sur Internet qui vont regarder comment je me comporte, a une incidence sur ma vie de citoyen.
Donc, est-ce souhaitable d'être dans cet état-là? Alors, on a déjà de l'intelligence artificielle un peu partout. Alors, je vous montre en haut votre GPS. Votre GPS, il a déjà des facultés intelligentes de trouver les meilleurs itinéraires, etc. Les GPS ont une incidence non négligeable. On a vu, par exemple, que les taxis à Londres, les taximans, il y a eu une étude de fait en neurosciences montrant que leur hippocampe était moins développé maintenant parce qu'ils ne mémorisent plus du tout les noms de rues. Hein, si je demande à tout le monde, vous avez un téléphone, combien de numéros de téléphone vous connaissez? Souvent on me dit 1, 4, maximum. Qui a plus de 10? Bon, personne. Ok. On en connaissait 100, 150 il n'y a pas si longtemps. Maintenant on n'en connaît pas, ou le sien. Bref, donc on a déposé cette mémoire sur la machine. Bon, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, sauf si ça s'amplifie pour beaucoup de choses. En bas, là, c'est Facebook. Alors Facebook a fait ce réseau extrêmement intéressant. On aime ou on n'aime pas. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou d'autres réseaux. Mais derrière, ce sont des données qui ne nous appartiennent pas, qui peuvent récupérer d'une certaine manière et sur laquelle ils peuvent profiler des comportements. Et bientôt, avec les agents conversationnels, qui sont la partie que je vais aborder maintenant, eh bien, on aura la possibilité d'avoir des faux amis qui vont venir vous poser des tas de questions et qui pourront aller jouer avec plein de commerçants, et il y aura un marketing incroyable autour de finalement vos désirs qui seront connus par ces machines très bien, et par vos amis artificiels en tout cas, qui sauront aller chercher les bonnes questions et qui vont vous tirer les verres du nez pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez bien comme prochaines vacances par exemple. Facile, hein, vous avez un ami qui papote avec vous, ah ouais, moi j'étais là, c'était bien, et vous, bah, il veut aller là, paf, et vous avez directement des offres qui vont arriver. Donc, on était jusqu'à présent à des systèmes de contrôle de commandes de dictée vocale en haut. On est passé donc à l'ère de Siri. Siri, maintenant, il y a 50% de la population qui parle à son téléphone. Hein. Jusqu'à présent, il y avait eu des réticences au début, parce que c'était moins performant. Grâce au deep learning, c'est extrêmement performant maintenant. Et puis, on arrive à ces chatbots, agents conversationnels et robots sociaux dont je vais vous parler. Les chatbots, il y en a de plusieurs sortes. Ce sont des robots bavards. Chatbot, c'est un objet avec lequel on peut parler. Alors, on peut déjà acheter Google Home. Je ne sais pas si vous avez Google Home chez vous. Il y a des gens qui l'ont? Non? Moi, j'ai acheté ça aux États-Unis avant que ça soit en France. J'ai Google Home et Alexa Amazon, et ils parlent entre eux, mais ils ne comprennent rien. Et puis, il y a ceci, là, que je vais vous montrer, Getbox, qui est vraiment impressionnant sur ce qu'on peut faire. Donc ces chatbots, on va en voir plusieurs, Google Home, Amazon Alexa, il est utilisé par 20% des foyers américains. Ça nous permet quoi? Commander les pizzas, savoir quand vient le RER, qu'est-ce qu'il pleut dehors, est-ce qu'il pleut à Nice, je prends un avion, des jeux, et puis mes enfants, ils aiment beaucoup la musique. Play n'importe quoi, comme c'est connecté avec des serveurs qui ont accès à plein de morceaux de musique, on peut jouer tout ce qu'on veut, il suffit de donner l'ordre et le robot, hop, il décide. Il nous écoute tout le temps. Hein, cette machine nous écoute tout le temps, mais elle se déclenche qu'à OK Google ou à Alexa. Mais c'est quand même un problème, parce que pour l'instant, moi je joue avec pour savoir quelles sont leurs capacités, mais tout ça m'espionne, toutes les données vont aux États-Unis pour renforcer les modèles, il n'y a aucun contrôle de rien. De la même façon, le système peut me raconter tout et n'importe quoi, me manipuler comme il veut, je ne vais pas forcément vérifier ce qu'il me dit, et en ce moment, il y a beaucoup de données fausses aussi qui sont sur Internet, qui sont peut-être la première de nos défenses d'ailleurs, de dire des choses fausses avec des choses vraies, comme ça on sait moins bien. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'une étude montrait que Facebook avait plus de données fausses que Google. Quand on pose des questions sur des sujets, normalement, c'est qu'on a vraiment envie d'avoir les réponses à ces sujets. Alors que quand on dit qu'on est très bien, qu'on fait ci ou ça, on brode un peu, on est plus jeune, on est mieux. Donc on ment un peu à tous ces réseaux sociaux. Bon, vous voyez tous ces grands GAFA, là, les Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, GAFAM, hein, GAFAMI, IBM, ont tous des agents conversationnels. C'est le Graal, c'est ce qui va arriver bientôt partout. Alors sans figure, juste ces objets comme ça. Ou alors avec une petite figure comme ça, là. Voilà, il est sympathique, il est dans la maison. Normalement, il y a du son, mais je ne sais pas si... He's the world's best cameraman. By intelligently tracking the action around donc, il est chez vous, you can il est avec vous, il prend des photos, il joue de la musique. So that you can put down your camera. Il vous aide à faire la cuisine, vous allez voir. C'est aux États-Unis, c'est vendu bientôt, et c'est pas cher. He's a hands-free helper. You can talk to him, and he'll talk to you back, so you don't have to skip a beat. Excuse me, Anne? Yes, Jibo. Melissa just sent a reminder that she's picking you up in half an hour to go grocery shopping. Thanks, Jibo. Voilà, il propose de faire les courses et ça, bon bref.
Plus intéressant encore, ceci. Alors ça, c'est Getbox. C'est un petit personnage japonais qui est comme une fée clochette, moi j'appelle ça la fée clochette, qui est le compagnon idéal ou la petite copine des futurs... certains... Vous allez voir ce clip qui est assez étonnant. Au Japon, donc. C'est sous-titré. En anglais, excusez-moi. Donc le jeune japonais se réveille et il a cette petite petit personnage là qui est en hologramme sur ton téléphone. Il fait comme les autres, mais là il est charmant. Il envoie des messages au travail, comme une bonne épouse. Comment vas-tu, mon chéri? Tout va bien? Et le soir, il allume la lumière, c'est de la domotique dans la maison en attendant. Et il trépigne de joie quand la personne va arriver chez lui. Une vraie présence de compagnons. Hein. Donc c'est ça qu'ils sont en train de développer et sur lesquels il faut faire attention. Ouais, enfin, c'est plus que ça. Hein. C'est 2222 €. Pardon, c'est le virgule, c'est le point, enfin ça veut dire 2000. Bah pour l'instant, c'est une machine qui parle comme Siri ou comme les autres, quoi. Il y aura plusieurs personnages, vous pourrez commander votre personnage. Voilà, elle a allumé la lumière, elle attend. Et il va en rêver aussi la nuit. Enfin bon, Et le personnage dort à côté, il simule de prendre le thé. Enfin, Donc voilà, il y a ça, et puis les robots japonais, donc de plus en plus. Donc les robots conversationnels empathiques, ils vont être doués d'empathie en plus de tout ce que j'ai écrit avant, et ils sont incarnés dans notre monde en 3 dimensions, et ils peuvent avoir des expressions émotionnelles, simuler l'empathie, dire tu n'as pas l'air bien aujourd'hui, je suis triste comme toi. Hein. Et l'émotion, c'est important dans l'interaction sociale avec les gens. Ça représente quoi? Il y a 3 composantes essentielles. Klaus Scherer, qui est un professeur à l'Université de Genève, en a beaucoup... c'est son domaine de recherche toute sa vie. Il présente les émotions comme étant 3 composantes. Une expression physiologique, présente ou pas, on ressent, voilà, avec son corps. Le sentiment qui est interne, caché. Hein, l'émotion, elle est cachée, on ne voit que l'expressivité. Et la composante comportementale que va pouvoir traquer la machine. On va essayer de comprendre la machine. Et donc c'est un processus dynamique. Je fais le parallèle avec le temps, et c'est souvent mélangé. C'est-à-dire que je peux être à la fois contente pour quelque chose et pas contente pour autre chose. Mais pensez aux parents, vous avez un enfant qui dit « Oh la grosse dame !» et puis vous pensez que c'est pas bien de le dire, donc vous êtes là « Oh c'est pas bien !» et puis au fond de vous-même vous êtes en train de rigoler, pour je ne sais pas quelle raison, mais en tout cas il peut y avoir cet effet-là, donc d'être mélangé. Et donc c'est assez compliqué de le modéliser. On parle souvent d'émotion, et on devrait parler d'affect, c'est un terme global qui contient émotion, humeur, disposition affective. On parle beaucoup de quotient intellectuel, mais le quotient émotionnel, c'est cette faculté de reconnaître les émotions des autres, de savoir les exprimer, de savoir gérer ses émotions et de gérer celles des autres aussi. Et c'est extrêmement important. Et dans notre mobilisation informatique, il y a 3 grands domaines. Il y a le fait de détecter les émotions, de raisonner avec les émotions et de générer des émotions avec la machine. La communication non verbale entre personnes est énorme, en fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on fait des gestes, des mimiques, on va faire des bruits aussi. Hein. Les Japonais m'ont souvent dit, nous on n'a pas les mêmes façons de parler, hein. Les Latins sont plus volubiles, ils ont des gestes, etc., alors que nous, moins, mais c'est pas vrai. Ils ont des sons, par exemple, gutturaux pour dire « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je vais le faire quand même ». Par exemple, qui est une espèce de rire un peu guttural que nous, on n'a pas. Donc c'est très codé culturellement aussi, cette façon de réagir. Donc on parle d'émotions primaires, de survie qu'on partage avec les animaux, c'est Darwin, et puis d'émotions sociales qui sont le mépris, la honte, qui vont être en relation avec la société. Donc on va chercher
voilà, ici, il y a la façon dont on se regarde, la façon dont on parle, la distance, les gestes, beaucoup de choses qui vont jouer dans la détection des émotions. Là, c'est dans l'oral, sur le visage, et les captures aussi physiologiques, qui, pendant un moment, on pensait que c'était le ground truth, c'était la vérité, on allait le savoir par la consistance de la peau, le rythme cardiaque, etc. Mais c'est faux, il y a des gens qui réagissent différemment aussi. Donc, c'est tous ces indices qui vont pouvoir nous amener à détecter ou pas l'émotion des gens. Et quand on construit un dialogue et on essaie de répondre au mieux à la personne, c'est intéressant de comprendre les émotions, ce qu'on appelle les états mentaux, qui sont parmi les états mentaux de la personne, pour pouvoir se synchroniser avec la machine et répondre au mieux. Donc à l'heure actuelle, il y a plusieurs types de robots. On a vu nous, on fait des expériences avec des personnes âgées pour assister les personnes âgées, avec des Pepper et des Nao. Paro, c'est ce robot phoque qui est utilisé, qui vient du Japon aussi, qui est utilisé dans 30 EHPAD en France, et dans des hôpitaux aussi, qui réagit au toucher et à la voix et à la chaleur. Et moi, j'ai vu des gens les prendre dans les bras, effectivement des gens très, très introvertis, qui ne parlaient pas du tout, reprenaient de la vie avec cette machine, et les autres s'intéressaient à lui aussi. Donc c'est aussi un lien social possible, ce type de machine. Celui de droite, il a été utilisé au CHU de Nantes pour une expérience intéressante avec des autistes, où c'était des adolescents autistes qui programmaient la machine. Et comme il la programmait, et que ce n'était pas eux qui parlaient directement, ils sont mis à parler beaucoup avec d'autres gens, avec leur famille, avec les enfants qui étaient là, alors qu'ils étaient plutôt très introvertis, ils ne parlaient pas. Donc on voit que ça peut être un médium aussi. Donc c'est des sujets intéressants. Derrière tout ça, il y a des systèmes complexes. Je ne vais pas vous mettre tout ça Voilà, on a des vidéos aussi que vous pouvez trouver sur YouTube qui sont faites au laboratoire. Si ça veut bien. Jouer. Bon, Mariette, l'article qu'on est en train d'écrire sur Nao, tu penses qu'il sera fini bientôt? J'ai reconnu une femme, c'est Laurence. J'ai reconnu l'agacement. Nao, j'en peux plus. Ça suffit. Tu rentres dans ton placard. J'ai reconnu une femme, c'est Mariette. J'ai reconnu la colère. Colère, agacement, peur, tristesse. Nao pourra un jour comprendre les réactions des enfants et lier avec eux encore plus de liens affectifs. Mais comment Nao fait-il pour comprendre ce qu'on exprime ? Bon, donc nous, en audio, on va capturer le son, on va chercher des facteurs dans la voix, qui sont des facteurs prosodiques principalement, donc qui sont de 3 types. L'énergie, si je suis en colère, je monte ma voix, voilà. Le rythme, je monte aussi quand je suis en colère. Et puis le timbre de la voix qui va varier. Le timbre de la voix, c'est propre à chaque personne, mais ça fait partie en fait de la façon dont on s'exprime. Et lorsque, par exemple, pose une phrase interrogative, je dis « ça va ?» Je vais monter le ton de ma voix. Donc c'est cette façon d'influer la voix et les variations du timbre que je vais calculer. Alors je peux calculer jusqu'à 9000 indices dans la voix sur un petit segment de parole et essayer de trouver, grâce à des modèles de deep learning, quelle va être l'émotion la plus proche. À l'heure actuelle, les systèmes n'ont pas des performances très hautes. On est autour de 65-70% de bonne détection sur 4 émotions qui sont très extrêmes, comme la colère, la joie, la tristesse et un état neutre. La peur, c'est difficile à obtenir un peu partout. On fait aussi dans le laboratoire des études sur l'humour avec ces machines, étant dans l'idée de pouvoir détecter le rire, détecter quand quelqu'un est positif, négatif. Et puis le rire aussi, l'humour, c'est assez intéressant dans l'interaction avec la machine. Suivant la théorie de Goffman, qui est un sociologue, l'idée c'est, quand on interagit bien avec quelqu'un, c'est de lui laisser faire qu'il garde sa face, faire qu'il ait envie de parler avec vous. Et quand c'est une personne âgée qui parle avec le robot et elle a des quiz sur des chansons ou sur différents objectifs, eh bien elle ne trouve pas et le robot va se mettre en deçà. Il va dire des bêtises sur lui. Il va dire je suis très petit, regarde ma tête, je suis nul, toi tu es très intelligent. Il va changer en tout cas les questions pour que la personne arrive à répondre. Et donc il va faire de la dérision sur lui-même. Donc ça, c'est une thèse qui sera bientôt soutenue au labo. Je passe un peu vite parce que je crois que j'ai pris beaucoup de temps au départ. Là, voilà, ceci est extrêmement intéressant à voir. C'est le fait qu'on projette sur les robots. Donc ils ont une certaine capacité. On a vu qu'on travaille dessus, on met des modèles de plus en plus complexes dessus. Mais il y a le fait aussi que nous projetons sur ces machines des intentions qu'elles n'ont pas. Et donc j'ai repris ici
des exemples dans la science-fiction, dans les films. Vous voyez en haut Her à droite. Donc c'est quelqu'un qui va tomber amoureux d'une voix, la voix de Scarlett Johansson, et la voix lui dit qu'elle aussi elle apprend à être amoureuse de lui. Et il y a un moment du film où la personne se rend compte qu'ils sont des milliers à parler à leur téléphone et que en fait la machine elle est amoureuse de des milliers de personnes. Et donc du coup ça rompt le charme. Et pendant un moment il y a une projection réelle de la personne. Pendant tout le film il y a une projection réelle de la personne qui pense qu'il y a une vraie intelligence affective derrière. Donc, les risques de cette relation robot-personne, on l'a déjà vu avec la petite fée clochette là, que j'ai montré tout à l'heure, le risque d'avoir des objets autour de nous qui vont nous dire qu'on est formidable, qu'on est géniaux, tout ça, ça risque de nous isoler des gens, des autres, ou au contraire d'augmenter l'interaction sociale. Ça dépend comment on les conçoit. C'est pour ça que je parle beaucoup de régulation de ces machines à différents niveaux. Bon, on peut avoir des risques d'infantilisation, de dépendance psychologique, d'anxiété, etc. Et donc, on projette sur les machines. On projette de façon très naturelle. Il y a toute une théorie là-dessus qui vient de Stanford par la média-équation. Dès qu'on parle avec une machine, qu'elle soit même un ordinateur, avec la machine a la possibilité de parler avec vous, vous allez penser qu'elle est plus intelligente qu'elle n'est vraiment. Un autre exemple qui est intéressant, vous mettez 3 robots différents en face de quelqu'un. Les 3 robots ont la même capacité d'interaction. Il y en a un, c'est un meuble avec des tiroirs, mais il peut parler. Il y en a un autre, c'est un robot brillant, comme on voit dans la science-fiction, et un autre qui a une espèce de jumeau d'un humain, un androïde qui est proche d'un corps humain. Vous demandez aux gens lequel est le plus intelligent, même s'ils ont les mêmes capacités, ils vont forcément vous dire c'est l'humain. Donc il y a une projection... je ne sais pas. Il faut éviter donc de faire des robots trop proches de l'humain. Alors à quoi ça sert vraiment ces machines? Il y a des machines comme ça qui servent pour les militaires, par exemple, pour essayer de détecter des signes de détresse, de dépression, des signes post-traumatiques, des gens qui ont été vivre des situations effectivement dramatiques. Pour les personnes âgées, c'est des machines qui peuvent être là tout le temps, 24/24, qui peuvent renforcer la mémoire, stimuler la mémoire, stimuler émotionnellement. Et elles sont forcément là en complément des aides-soignants. Elles ne peuvent pas être à la place des aides-soignants, elles n'en sont pas capables. Donc il faut arrêter avec ce genre de choses. Et elles peuvent créer du lien social aussi. Alors, les robots ressentent rien, c'est vraiment mon message. Ils n'ont pas de conscience. Et même s'ils disent que vous êtes formidable, qu'ils vous aiment, c'est pas vrai. Ils ne le pensent pas. Puisqu'ils ne pensent pas. Et donc ces machines artificielles, elles vont être de plus en plus autonomes. On va mettre de plus en plus de choses dans ces machines. Et pour autant, elles ne sont pas prêtes à devenir super intelligentes. Elles n'ont pas, en tout cas, de conscience qu'on appelle phénoménale, la conscience du corps, le ressenti. Elles n'ont pas ça. Donc elles ne peuvent pas comprendre le bonheur de l'humain et elles n'ont pas ce que Spinoza appelle le conatus, elles n'ont pas cet appétit de vivre. Il n'y a rien qui justifie dans la machine un appétit de vivre, à moins qu'il y ait un informaticien qui ait codé ce genre de choses. D'accord ? Donc, de par les programmes qu'on met pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien qui pourra arriver à ça. Et donc, lorsqu'AlphaGo il gagne, il n'en a aucune conscience. Alors, j'ai mis quelques slides sur la conscience qui me paraissaient importants, parce que je continue à écrire des choses là-dessus, et je vois beaucoup de choses qui sont écrites. Donc déjà, comment on teste la conscience chez les humains ou chez les animaux, parce qu'on s'intéresse à la conscience des animaux? On fait le test du miroir depuis les années 70. Donc, on mettait une tâche sur la tête de l'éléphant, et vous mettez l'éléphant devant une glace, c'est un peu compliqué comme expérience. Bon, c'est plus facile avec un singe, mais ils disent que sur l'éléphant ça marche aussi. Et normalement, il enlève la tache. Bon, c'est une feuille ou un truc qui colle. Il va l'enlever. Alors les enfants de 18 mois, les bébés, ils font ça aussi naturellement. Le chat, il n'y arrive pas. Il y a des oiseaux qui arrivent à faire ce test. Et on dit, bon, c'est une certaine conscience de soi, de son image, de son soi. D'accord ? Ensuite, écrire un poème, peindre un tableau. Ça nécessite de ressentir ce qu'on est en train de faire, puisque c'est censé être créatif et on se sert de nos sens pour faire ça. Alors c'est au minimum d'en avoir conscience de faire ceci. Et la machine n'a pas du tout conscience. Quand on vous dit la machine est créative, elle fait un tableau en reprenant des imitations de tableaux existants, en mettant un peu d'aléatoire, et pour autant vous allez dire ça peut être nouveau, ou comme ça peut plaire à des gens. Mais il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de ressenti en faisant cet objet. Donc c'est encore de l'IA faible. Alors, comment s'assurer qu'un homme ressent ce qu'il dit, qu'il possède une conscience? Question intéressante. Les chercheurs disent, mais d'accord, vous dites les machines n'ont pas de conscience, mais les humains, ont-ils une conscience? Alors, comment on peut vérifier la conscience d'un humain? Il y avait 2 sages, Hofstetter et Dennett, qui citent une histoire de taoïste. Alors, c'est 2 sages qui sont debout sur un pont, enjambant une rivière, ils voient des poissons dans l'eau. Il y en a un qui dit, j'aimerais être un poisson, ils sont si heureux. Le second répond, comment savez-vous si les poissons sont heureux ou non?
vous n'êtes pas un poisson. Et le dernier répond, mais vous n'êtes pas moi, alors comment savez-vous si je ne sais pas ce que ressentent les poissons? Voilà, c'est infini. Hein. Donc on est toujours en train de jouer sur la conscience. La chambre chinoise, c'était aussi quelque chose dont je voulais parler. C'est une expérience qui avait été imaginée par John Searle, qui est un des premiers à avoir travaillé sur ces concepts d'intelligence artificielle. Il le fait en 80. Il se demandait donc si un programme informatique, si complexe soit-il, serait suffisant pour donner un esprit à un système. Alors John Searle, il est enfermé dans une pièce, ne communiquant pas à l'extérieur, que par un guichet et contenant un très gros livre. Donc il est dans une espèce de prison avec un gros livre. Et dans ce livre est écrit une succession de questions et de réponses en chinois. Et Searle précise qu'il ne comprend rien au chinois, qu'il parle que anglais. Et il y a un expérimentateur qui lui transmet des messages par le guichet, tantôt en anglais, tantôt en chinois. Et quand il répond en anglais, ça tout va bien. Et pour ceux en chinois, il est obligé de regarder le livre et il recopie ce qui semble être la réponse à la question qu'il voit, sans comprendre. Et donc, le fait de recopier la réponse, c'est un peu ce que fait l'ordinateur qui ne comprend pas intrinsèquement ce que c'est que la langue. Il recopie ce qu'on lui a mis dans sa mémoire. Donc, le livre simule la mémoire. Et donc, cette expérience de pensée vise à montrer qu'une intelligence artificielle ne peut être qu'une intelligence artificielle faible et ne peut que simuler une conscience plutôt que de posséder des authentiques états mentaux de conscience et d'intentionnalité. Alors, Alan Turing aussi, il travaillait sur la conscience et sur ce test pour tester si une machine est intelligente et consciente. Il disait que, à l'époque, que d'ici 50 ans, donc à son époque, donc on y est en plein dedans, on devrait avoir des machines comme ça, il sera possible de programmer des ordinateurs avec une réelle capacité de mémoire, de façon qu'ils jouent si bien au jeu de l'imitation qu'un interrogateur moyen n'aura pas plus de 70% de chances de procéder à l'identification exacte, savoir si c'est une machine ou un humain, après 5 minutes d'interrogation. Pour l'instant, il n'y a pas eu un système qui a passé le test. Mais est-ce qu'on en est loin ou pas loin? C'est une des questions qu'on pose. Et le test de la chambre jaune vise à montrer également que le test de Turing est insuffisant pour déterminer si une IA possède ou non des états mentaux. Suite de l'aventure, parce qu'on papote là-dessus depuis une cinquantaine d'années, mais ça continue. Alors, donc si on reste dans cette idée de concept philosophique matérialiste de la vie, qui est que tout ce qui fait un être humain peut être représenté par une fonction mathématique. Eh bien, dans ce cas-là, les machines, si elles sont bonnes à faire des calculs mathématiques, devraient pouvoir représenter toutes nos capacités cognitives. C'est ce que dit Stanislas Dehaene, qui est donc au Collège de France, qui travaille en neurosciences. Pour lui, pourra-t-on un jour construire une machine consciente? Il répond oui. À S3 Odéon, vous pouvez regarder il y a une vidéo qui le montre en train d'expliquer pourquoi il pense que c'est vrai. Il y a un très bon article, on va y avoir un article dans Science et Avenir aussi sur ces sujets qui va paraître, pour expliquer que, ben oui, on peut être conscient. Alors attention, la conscience, c'est un mot de tiroir. C'est un mot qui veut dire plein de choses, c'est comme intelligence. La conscience, ça peut être plein de niveaux différents. Conscience de soi, conscience du monde, conscience morale, on peut trouver différents niveaux de conscience. Donc, dans son article, il précise bien qu'il s'agit de la conscience de soi et la conscience du monde. Mais que ces deux choses-là, il y a un niveau inconscient et que ça arrive à un niveau de conscience dans la machine, c'est possible. Il suffit, par quelques petits programmes, de rajouter cette information. Alors, ça paraît magique dans ce qu'il explique. Moi, je préfère la deuxième facette qui est de Damasio. Damasio vient d'écrire un livre aussi. Damasio, c'est un grand neuroscientifique américain qui, lui, dit, pour être conscient, il faut une perception par le corps de son organisme et de ses sentiments. Donc ça, c'est plutôt la vision que moi j'ai. C'est-à-dire que l'ordinateur, n'ayant pas de corps, ni de viscères, ni de but propre, ni de conatus, tel que le présent Spinoza, dire d'appétit de vie, d'envie de faire des choses, de travailler ou de je ne sais quoi, eh bien, il pourra faire que simuler ce que les gens, les informaticiens, auront mis à l'intérieur de cette machine. Il n'y aura rien d'émergent, puisque c'est là où on nous parle d'émergence en fait d'intelligence. La simulation neuronale, en plus des modélisations numériques les plus performantes, comme je disais tout à l'heure, qui sont le deep learning, eh bien, elles sont extrêmement simple. Le neurone formel est extrêmement simple. Il ne représente pas du tout la complexité du vivant. Donc, moi, je suis dans cette conception des choses. Je ne vois pas non plus pourquoi ça changerait brutalement, à moins qu'on ne change la machine elle-même, la façon de coder sur une machine. Donc, l'émergence de conscience artificielle d'une IA forte, dotée de sentiments, de pensées, sans programmation humaine, n'a aucune chance de se produire avec les architectures d'ordinateurs actuelles. Par contre, si on l'hybride, entre du biologique et du silicium, du carbone et des processeurs, on peut peut-être arriver à faire quelque chose. En attendant, il faut bien comprendre
une chose qui est essentielle et qui est tout mon message aujourd'hui, c'est que si cette future IA est une simulation orchestrée par les humains, il faut apprendre à gérer surtout ses comportements à cette IA par des règles éthiques. Parce que si on est en train de construire des objets avec des puissances de calcul faramineuses, avec des simulations faramineuses, mais derrière, si ce sont des humains qui ont mis tous ces modèles, il faut surveiller quelles sont leurs intentions. Qui gouverne la machine? Qui décide des règles? Qui décidera aussi des règles éthiques qu'on veut mettre? C'est pour ça que faire des comités éthiques, c'est essentiel dans notre vie de tous les jours et de façon très urgente. C'est un sujet central. Et j'entends encore, moi qui papote beaucoup en ce moment sur les réseaux, des décideurs politiques qui me disent « c'est naïf cette façon de penser, l'éthique, c'est pas notre problème ». Et donc, si vous avez un message, j'espère que vous aurez apprécié mon discours sur certains points où vous aurez plein de questions à poser, mais en tout cas, s'il y a un message qu'il faut bien comprendre, c'est qu'actuellement, il faut parler d'éthique dans toute la société. Est-il souhaitable que l'on puisse confondre des IA avec des humains, que ce soit des robots affectifs ou pas? C'est vraiment un sujet. Devant cette question, alors l'imagination de l'homme, elle est infinie. Alors on a tendance à projeter, comme je disais, et à développer. On développera des machines de plus en plus intelligentes qui pourront faire des actions qui sont impossibles à faire pour l'homme. Elles sont plus intelligentes que nous pour faire certaines tâches. Il faut en être conscient de ça. Pour autant, quelle place leur donner? Or, les relations affectives avec les robots existent. DARPA, qui fait des robots pour l'armée, qui doivent monter des escaliers, ouvrir des portes. Si vous regardez les films de DARPA, vous voyez plein de robots qui tombent. Parce que voilà, c'est une compétition, les robots peuvent tomber. Et quand ils tombent, si vous regardez le public, il y a des gens qui font « Oh là là, le pauvre !» Donc forcément, on est comme ça. Forcément, on trouve ça horrible. Un robot, même si c'est qu'un robot, on lui tape dessus. Il y avait la fameuse, pareil, il y avait une vidéo de Boston Dynamics où il y avait un humain qui poussait un robot et qui tombait par terre. Et le robot se relevait. Et on était forcément en empathie avec cette machine. De la même façon qu'on n'aimera pas qu'une petite fille prenne sa poupée et lui la démantèle. Donc on a ces réactions et c'est normal, c'est dans notre nature. Alors il y a une chose aussi intéressante qui est ceci, la vallée dérangeante, qui vient d'un professeur qui s'appelle Mori, qui est japonais, qui est l'idée que on a un garde-fou, nous humains, pour pas trop aller imiter totalement la nature. C'est cette vallée dérangeante, c'est-à-dire que plus on construit des machines qui ressemblent à l'humain, plus on les apprécie jusqu'à un certain point. Alors, je donne mon exemple. Moi, j'avais rencontré un robot au Japon qui s'appelle HRP4, qui ressemblait à une femme japonaise parfaite. Même la peau était chaude. Elle était, c'était une impression de vivant. Par contre, les mains étaient 1,5 fois plus grandes que les miennes, que les mains d'humains. Et donc, je me posais la question, mais pourquoi? Parce qu'en fait, elle était agile et il fallait plein de petits moteurs. Et à ce moment-là, voilà, elle avait ce défaut-là. Et donc, ce défaut-là faisait qu'elle était monstrueuse. Et on trouvera forcément des détails monstrueux dans ces machines si elles s'approchent de l'homme. Je vous montre un peu ce qu'on fait à l'heure actuelle. Donc Ishiguro, le professeur Ishiguro qui se clone, on appelle ça un géminoïde. Alors son idée à lui, c'est pas une idée, il veut pas forcément faire des poupées sexuelles ou quoi que ce soit, il veut déléguer à une machine qui lui ressemble. C'est-à-dire qu'il bouge plus de chez lui et la machine va aux conférences. Donc elle est forcément exactement comme lui et elle le représente. Donc c'est une idée intéressante, c'est l'idée que la machine peut nous représenter. On n'est plus un seul, on est plusieurs. Voilà. C'est ça l'idée d'Ishiguro. En bas, les Coréens cherchent à faire des robots qui ressemblent à des femmes sexy, comme Scarlett Johansson. Je ne sais pas si elle a donné son avis pour ça, mais il y a plein de Scarlett Johansson robots. À droite, en haut, on voit un robot qui est fait par Hanson Robotics, américain, qui a fait aussi Philippe K. Dick, qui est un auteur de science-fiction. Alors, il fait des robots qui ressemblent parfaitement aux humains, parce qu'il a fait Einstein aussi. La peau est mobile, les muscles sont impressionnants, et derrière la calotte est transparente pour bien voir que c'est du mécanisme. Il n'empêche que cette machine bluffe totalement, parce qu'elle a très peu de compréhension des intentions des gens, et par contre, elle sait générer des choses assez incroyables. Donc, quand elle va faire un discours à l'ONU, je trouve que c'est pas scientifiquement correct de laisser une machine prétendre qu'elle va s'occuper des machines et avoir un discours de cette intelligence, parce que la machine ne comprend rien à ce qu'elle dit. Donc il y a un bluff. Et c'est terrible. C'est-à-dire que la capacité de génération est bien plus avancée que les capacités de détection de ces machines. Donc très souvent, c'est du pré-encodé qu'on entend.
Du coup, il y a un bluff terrible sur la capacité réelle de ces machines qui ne sont pas intelligentes et qui ne comprennent pas ce qu'elles disent. Et ça, c'est terrible de voir des gouvernements laisser dire des choses comme ça. L'autre chose, c'est que elle est aussi citoyenne, cette chose-là, qui est un objet, hein, citoyenne d'Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, les femmes sont voilées, n'avaient pas le droit de conduire jusqu'à il y a peu de temps, et d'ailleurs elles le peuvent dans quelques mois. Il y a plein de gens qui travaillent en Arabie Saoudite, qui sont des humains qui travaillent, qui ne sont pas considérés comme des citoyens. On donne la citoyenneté à un objet comme celui-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on détruit l'image de citoyen. Un citoyen, c'est quelqu'un qui est dans une cité, qui est là parmi d'autres citoyens, qui a un rôle à jouer d'entraide aussi dans la cité et de respect des autres. Or, cet objet ne comprend rien et est mis au même niveau. Donc tout ça, c'est pour des questions de pouvoir et d'abus. Il ne faut pas s'étonner après si on a peur des machines, si on voit des gens en politique capables de faire ce genre de démarche. Je pense que le plus important ici, c'est le piratage, la prise de contrôle, dont il faut avoir conscience. L'isolement, j'en ai parlé. Voilà, donc je parle beaucoup d'éthique. Je vais m'arrêter là parce que ça prendra encore un peu de temps. Je vais juste aller un tout petit peu sur l'éthique quand même, sur l'idée qu'il faut absolument réfléchir à ces machines, qu'est-ce qu'on veut mettre comme régulation, et en même temps comment ça va changer la société, hein, l'arrivée de ces machines autonomes. Et je suis pour la technologie, c'est-à-dire pour l'utiliser à bon escient. Alors je vous montre quand même un petit truc qui est sur les dilemmes éthiques. Parce que quand on parle d'éthique, on pense toujours à dilemme du tramway en sciences, les dilemmes éthiques. Pour la voiture, on aura bientôt des voitures autonomes, souhaitables parce qu'il y a beaucoup de morts sur la route. Okay. Ça va remplacer plein de gens dans leur travail, ça c'est encore un autre sujet. Mais si on imagine cette machine étant plus performante que l'humain, on va lui demander des choses qui, à un moment donné, vont être impossibles à faire pour elle, comme les dilemmes éthiques. C'est-à-dire que vous avez un temps très très court pour décider de soit écraser les gens qui sont en face, soit vous jeter contre le mur, soit faire, je sais pas, enfin, il n'y a pas beaucoup de solutions. Alors, disons que vous avez un temps extrêmement court pour le faire. Donc si je suis du côté machine, qu'est-ce que je peux mettre comme éthique dans cette machine pour qu'elle décide de son action? Je peux décider d'une éthique de la vertu d'Aristote, de l'abnégation. Donc à ce moment-là, dès qu'il y a un écueil comme ça et que la machine ne peut plus freiner et qu'elle est obligée de... elle doit prendre une décision forte, elle va suicider les gens qui sont dans la voiture. Personne ne va acheter des voitures comme ça, j'imagine. L'éthique déontique, l'éthique de respect du code. Alors vous imaginez, vous êtes dans votre voiture, il y a deux jeunes enfants qui traversent pas dans les clous. Bah, la machine, elle peut les écraser, puisqu'ils ne sont pas dans la... ils ne suivent pas les règles. Bon, oui, évidemment. Donc voilà, ça c'est l'éthique déontique. Alors qui va acheter une voiture qui écrase tout? Personne non plus. Hein. La dernière, l'éthique conséquentialiste, c'est la mieux. L'éthique conséquentialiste, elle calcule très vite. Alors il y a un groupe de gens devant avec une poussette, machin. Alors ça fait combien d'années en tout? Elle calcule. À l'intérieur de la voiture, il y a 3 enfants ou une personne âgée et 2 enfants. Alors combien d'années dans la voiture? Elle fait un calcul. Elle compare les deux. Alors qu'est-ce que je vais sauver en termes de nombre d'années? Vous imaginez qu'elle va faire ça en un temps très court, sans se gourer? Eh bien, je ne pense pas. Comment fait l'humain en situation extrême comme ça? Il réagit au hasard. Ça serait la meilleure solution, la plus éthique à mettre dans une machine. Au plus loin, il ne s'agit pas de ne pas pousser ces machines le plus loin possible. Hein. S'il y a un chat qui passe devant, la machine, elle va sûrement freiner à votre place. Et ça sera très bien. Elle va éviter qu'on tue le chat. Et puis elle va freiner, et elle va se réveiller suffisamment lentement pour ne pas vous embarrasser de nouveau non plus et faire que la voiture fait un dérapage. Voilà. Donc elle sera très utile. Mais il y a un point qui restera du dilemme éthique. C'est juste, il ne faut pas se dire que la machine va tout résoudre. Il y a un point sur lequel on ne peut pas aller plus loin, c'est tout. Et donc le hasard sera sûrement mieux. Voilà, donc juste pour vous dire, en France, on travaille beaucoup sur ces sujets dans la CERNA. Si vous avez l'occasion de voir dans mon livre, j'ai mis tous les liens pour aller chercher ces rapports. Je travaille aussi aux États-Unis, puisqu'en fait c'est un sujet qu'il ne faut pas regarder juste avec la lorgnette de la France, hein, il faut le regarder au niveau de l'Europe et au niveau international. Je reviens du Brésil où j'étais cette semaine pour parler de ces sujets d'éthique avec des chercheurs au Brésil. J'étais il n'y a pas si longtemps au Japon pour parler aussi de ces sujets. Ce sont réellement des règles qu'il faut commencer à penser ensemble
tout confondu. Alors, qu'on me dise pas que je suis naïve pour penser que on va, enfin voilà, tout le monde me dit on va pas y arriver. Bon, si on n'essaie pas, on n'arrivera pas. Et puis, on a fait une COP 21 pour alerter tout le monde sur le climat. On pourrait très bien faire aussi la même chose pour alerter sur le danger de ces machines. Il faut trouver la bonne façon d'expliquer, la bonne façon de montrer les erreurs que peut faire la machine. Et il y en a, croyez-moi. Donc, je suis en charge, par exemple, moi, d'un groupe qui papote avec le monde entier sur la manipulation des machines, ce qu'on appelle le nudging. Vous savez ce que c'est le nudging? C'est l'incitation. C'est un mot très américain. C'est l'incitation. C'est-à-dire que vous avez tous les choix possibles, mais on vous pousse en avant celui pour lequel vous n'avez pas trop réfléchir. Instinctivement, vous dites pas, ça c'est bien ça. Émotionnellement, vous irez vers ça, ou votre voisin va faire la même chose. Enfin, et c'est une manipulation. Normalement, c'est une manipulation pour notre bien-être, jusqu'à ce que ça devienne une agression marketing. D'accord? Je vous remercie, en tout cas, de votre écoute, et j'attends vos questions. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons passer effectivement aux questions. Donc le micro est à vous. Je suis à votre disposition. Alors madame, oui, tenez. Prenez le micro parce que comme c'est enregistré, ce sera mieux. En fait, c'était pas une question, mais il me semblait que j'avais entendu dire que lorsqu'il y avait le choix, est-ce que je vais écraser la voiture, est-ce qu'elle va écraser ou pas, elle peut peut-être prendre en compte le fait que la personne qui est en face a un pouvoir d'achat, une assurance et ainsi de suite. Aussi, je suis d'accord. Ce qui ne rend pas plus éthique les choses, hein, on est d'accord. Bien sûr, vous avez raison. Qu'est-ce que vous pensez des travaux d'Alain Cardon sur la conscience artificielle? Et sinon, est-ce que les robots vont rêver comme on l'avait imaginé Asimov? Bon, alors sur la conscience artificielle, je ne vais pas donner mon avis directement sur les travaux de Cardon. J'ai donné mon avis là. C'est-à-dire que pour moi, sans corps, d'abord, on ne sait pas ce que c'est que la conscience. On connaît quelques états. Premiers états. Il y a plein de niveaux différents. On a le défaut de comparer à l'humain. On est en train de faire des machines qui apprennent pas du tout comme on apprend nous, mais vraiment pas. Donc il faudrait aussi se préoccuper de savoir pourquoi on ne les considère pas comme des objets différents. Certes, ils pourraient être conscients à un premier niveau. On sait faire, au niveau informatique, de faire que lorsqu'on perçoit telle chose, le robot, il est comme information, qu'il est dans telle pièce. On sait mettre un robot dans une pièce, par exemple. C'est-à-dire qu'il ne va pas se taper contre les choses parce qu'il sait où il est. Il a certaines normes par rapport aux gens. Donc, il est conscient de lui, physiquement. On peut faire ça. Conscient de lui intrinsèquement, sans la chair, sans avoir de corps, en fait, c'est ça qui est difficile à comprendre. Si on le compare à l'humain, non. Maintenant, si on décide que ça reste une machine sans corps, il peut être conscient d'un certain nombre d'états. Donc, si vous voulez précisément, oui, on peut mettre une certaine conscience dans une machine, mais non, pas comme les humains. Et simuler tout l'homéostasie, le phénomène de ressenti viscéral qu'on a, on ne sait pas le faire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne saura pas le faire, mais pour l'instant, on ne sait pas le faire. Relisez Spinoza, qui était quand même assez exceptionnel dans cette façon de décrire le conatus, c'est-à-dire cette espèce d'appétit de vie qui nous est intrinsèque, et le fait qu'on réagit par plaisir des plaisirs sur plein de situations. Damasio, ses travaux ont été révolutionnaires pour moi. Il a montré qu'on ne raisonnait pas bien si on n'était pas émotionnel. Si on ne prenait pas ça en compte, on ne pouvait pas raisonner. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent la même chose que lui. Après, les travaux de Hahn ne sont pas totalement antinomiques si on lit les choses comme étant le premier niveau et le deuxième niveau de la conscience, qu'on pourrait mettre dans une machine avec du calcul. Pardon ? L'entendement, ça comprend rien une machine. Hein. Donc c'est l'humain qui va... Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on arrive à mettre dans les machines des choses qui sont plus complexes, ce sera les humains qui les auront mis. Donc si c'est les humains qui les auront mis, pourquoi ? Comment on verrouille ? Voilà. C'est là où il faut mettre de la régulation éthique. Je ne pense pas que la machine toute seule, même si elle a une capacité de calcul monstrueuse, va faire émerger une quelconque conscience d'entendement et de désir. Voilà.
Je suis contre ça. Je ne vois pas comment c'est possible. Avec les machines qu'on a. On a des machines, c'est du codage 0,1 à la base. Les réseaux de neurones qu'on met, c'est des automates à seuil d'une simplicité mortelle. Donc me dites pas qu'avec le bagage qu'on a maintenant, on est capable de faire un cerveau... non. Et on n'est pas capable de... Et même si on le recopiait, c'est pas parce qu'on recopie un oiseau qu'on sait faire voler un oiseau, quoi. Enfin, donc... Je crois qu'il y a un bluff dans tout ça. Pourquoi? Parce que c'est une prise de pouvoir aussi de dire voilà, demain les machines seront conscientes. Ou on sait faire la conscience par des machines. Prise de pouvoir, marketing. Et je suis désolée, c'est pas scientifique. Oui. Il y a une question ici, là, tenez. Je suis assez d'accord avec vous, comme conscience, ce sont des mots galvaudés. Maintenant, on les utilise parce qu'on les comprend tous un peu. Le problème, c'est on prend un peu et pas dans leur précision. Intelligence, ça veut dire, c'est pas l'intelligence humaine en tout cas. Donc à chaque fois, je vais parler d'intelligence machine ou de conscience machine. Et ça encore, il faut pouvoir mieux le définir. Même nous, scientifiques, on abuse de ces mots. J'en suis très consciente. J'ai une petite question. Avant la machine, quelque part, l'idée, c'est que ces robots vont être utilisables par un maximum de personnes. Par contre, finalement, les personnes capables de les concevoir et de les opérer, est-ce qu'on ne risque pas là de mettre un outil qui ne sera gérable que par un nombre très limité de personnes? Parce que ça va demander des compétences en informatique et en mathématiques et en statistiques qui sont extrêmement pointues. Et tout le monde n'aura surtout pas le niveau d'éducation nécessaire pour comprendre comment ça fonctionne. Alors, je suis complètement d'accord avec vous. Le premier des sujets que j'ai pas mis là, mais en général quand j'en parle un peu partout, c'est l'éducation et la formation sur ces machines. Comment les utiliser au mieux. Après, c'est aussi important. Je parle souvent en fait d'assistance aux personnes âgées en pensant à une relation triangulaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le robot, la personne âgée, et il y a aussi l'aide-soignant ou le médecin, enfin un personnel médical, qui doit être capable d'interagir avec la machine. Donc pour, par exemple, récupérer les traces de la journée, regarder s'il n'y a pas de dépression, comment va la personne, comment elle s'est comportée, des choses comme ça. Donc il va bien falloir qu'on puisse faire ce lien aussi. Donc pour moi, c'est tout sauf une personnalification du robot. C'est un objet, et puis d'ailleurs, personnification du robot, c'est abusif parce que c'est même pas dans le robot que la connaissance c'est sur le cloud, c'est dans les nuages, comme on dit. Donc, quand on va chercher la reconnaissance de la parole et qu'on l'utilise à travers un robot, c'est en fait quelque chose qui est peut-être aux États-Unis. Bon. Donc, ça va très vite, c'est performant, mais c'est pas embarqué dans la machine. Donc, il n'y a pas cette idée, même si on met un corps autour, c'est un bluff, quoi. Il n'y a pas d'unicité dans tout ça. C'est tout à fait, ça peut être partout. Donc du coup, cette façon de penser la machine comme étant un médium, c'est-à-dire qu'on peut l'atteindre de plusieurs façons, est fortement utile. Et l'interaction avec l'humain qui l'utilise, lui, comme étant une présence, peut-être parce que c'est plus facile pour lui, il est âgé, il n'a pas besoin justement d'aller tapoter sur une machine, c'est bien. Peut-être que l'aide-soignant, lui, il a une interface qui est autre. Donc il faut trouver quelles sont les interfaces utiles avec cet objet. Et si on fait des objets de plus en plus simples à utiliser et on l'utilise de façon naturelle avec le langage, c'est aussi pour faciliter l'accès. Mais il faut qu'on ait d'autres accès dans cette machine et qu'ils soient aussi suffisamment ergonomiques, disons, pour pouvoir les manipuler comme on veut. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, il n'y aura que le constructeur ou l'ingénieur. Alors, on parle souvent du concepteur et de l'entraîneur des données. Parce qu'il faut savoir que tous les gens qui font du deep learning, par exemple, ils prennent des librairies qui préexistent, qui sont en open source, qui sont disponibles pour créer en fait le modèle. Et souvent, ces librairies open source sont données par Google aussi. Donc, il faut comprendre qu'on est le pied point lié de temps en temps avec une technologie sans se rendre compte de ce qu'on fait. Donc, il y a des librairies équivalentes en recherche et il faudrait mieux déjà qu'on se dise tous, on va toujours utiliser ce qui est fait en recherche plutôt que de dépendre des grands groupes qui du jour au lendemain peuvent dire terminé, hop, vous ne pouvez plus utiliser. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment à votre question, mais très consciente de ce problème.
Bon, ça c'est pour la fin, mais après pour l'idée que les robots, il faut qu'on puisse les débrancher, regarder qu'est-ce qu'ils ont enregistré, enfin voilà. Il va y avoir tout un tas de fonctionnalités autour du robot qui n'est pas une entité personne, mais qui est plutôt un objet qui enregistre et il travaille pour le médecin. Si je veux surveiller quelqu'un, par exemple, qui a la maladie de Holter, vous savez ce que c'est la maladie Holter? C'est quelqu'un qui ne domine pas sa colère. Bon, alors, quand il va voir le médecin, il peut la dominer, par exemple. Hein, on va dire, bah, c'est mieux et tout. Bon, alors vous avez fait quoi dans la journée? Et puis il est obligé de tracer tout ce qu'il a fait. Vous êtes mis en colère. Ah, ben oui. Alors il est plus ou moins, il ment ou plus ou moins. Voilà, bref. Si on l'enregistre et qu'on regarde ce qui se passe, bon, ben on peut se dire, bah là, il a super mal parlé. Alors c'est souvent dans l'environnement proche que ça se passe. C'est-à-dire qu'il va pouvoir se policer dans l'environnement extérieur, et puis dans l'environnement proche, ben il va se mettre très en colère contre sa femme, voire être violent. Enfin, voilà. Donc ces choses-là, on peut les voir si on a quelque chose qui trace. Et la personne, ça va l'aider aussi à mieux réguler. Donc pour des cas de pathologie, c'est extrêmement riche en fait ce qu'on peut faire avec de stimulation. Moi je pense beaucoup aux personnes âgées, à Alzheimer ou à maladies dégénératives. Ces robots qu'on peut mettre, ils peuvent faire répéter des scènes. Alors certes, il y a les orthophonistes qui font par exemple un travail formidable pour reprendre le langage et éviter les aphasies, mais elles le font 2 fois par semaine et elles n'ont pas non plus à dupliquer. Elles ne peuvent pas le faire autant que ce serait nécessaire. Et ce serait très bien d'avoir ces genres d'outils qui sont un peu comme... Maintenant, on nous pousse tous à faire du sport, à faire du vélo, d'appartement, ou je ne sais pas quoi. On pourrait faire de la stimulation cognitive avec des objets comme cela, sous forme de petits robots, sous forme de grands robots ou juste d'ordinateurs. Alors, madame, merci infiniment parce que, franchement, c'est un sacré sujet que vous traitez bien. Mais... c'est une question que je vous pose, mais je l'ai déjà évoqué avant vous. Moi, j'ai lu ce livre Homo Deus que vous avez, on en a parlé. Et si je comprends bien, écrit par Attari, que je vous recommande, Homo Deus, qui est reconnu dans le monde entier. Et si je comprends bien, je crois qu'Attari pense qu'on est un super robot. On n'est que matière algorithmique. Vous dites que non, et moi j'en sais rien. Par exemple, vous voyez, la prière. La prière, c'est un merveilleux outil humain. Moi, je prie régulièrement. Et je ne suis pas sûre qu'Attari évoque cette notion de prière, bien que lui va dire, si, votre cerveau, il est formaté. Vous priez parce que vous avez un cerveau binaire, machin, algorithmique comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, madame? Je veux bien une petite réponse. Merci. Donc, autant j'ai trouvé le premier livre sur l'histoire fantastique, autant ce deuxième, comme beaucoup d'écrits de gens très érudits en fait dans leur domaine, que ce soit en philosophie, en histoire ou en psychiatrie. Je trouve qu'en fait on va souvent trop loin dans la futurologie dans ces livres-là. Et puis mêler Dieu à tout ça me dérange fortement. Non, mais je suis pas sûre qu'il ait évoqué Dieu. C'est moi qui l'évoque. Non, il évoque aussi. Il évoque la religion. Voilà. Quel besoin d'aller embrouiller là-dessus, enfin, je ne comprends pas. Donc pour moi, ça va trop loin. Et puis, personne ne sait. Voilà, je peux juste dire, voilà ce que je sais à l'heure actuelle. Voilà à peu près où on en est. Et je ne vois pas qui pourrait dire dans le monde entier qu'on va tomber dans ce qu'il raconte, qu'on est des robots, ou qu'on est dans Matrix ou je ne sais quoi. Personne ne peut dire ça. Donc pourquoi nous faire peur avec ça? C'est toujours pourquoi les gens font ça. Voilà. Mais vous êtes gentil, mais enfin, il en est persuadé. Ben, moi, je suis persuadée du contraire, et je peux en trouver plein des gens qui sont persuadés de l'un ou de l'autre. Donc, voilà, chacun a son opinion. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai écouté des gens de la singularité faire des présentations scientifiques où les hypothèses étaient avérées, quoi. Je suis désolée, en science, c'est pas ça. Quand on a une hypothèse, on essaie de prouver que c'est bon. Et on va le plus loin possible pour essayer de prouver qu'on a raison. Donc la méthodologie expérimentale de gens qui passent outre en disant ça c'est avéré, ça c'est avéré, ça c'est avéré, voilà le résultat, on va arriver. Je suis désolée, moi, ne me satisfait pas.
Voilà. Donc, en étant peut-être trop scientifique, je reste ancrée dans une réalité qui est celle de qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce que nous disent les neurosciences, qu'est-ce que nous disent les gens érudits dans leur domaine avec ce qu'on a maintenant. Faire des prédictions. Et puis j'aimerais bien aussi que tous ces gens arrêtent de faire des prédictions à 40 ans, parce que c'est facile, en 40 ans, ils sont plus là pour être mis à défaut. Alors s'ils pouvaient faire des prédictions à 5 ans, ça m'irait pas mal. Elon Musk fait du marketing pour lui. Hein. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Il a réussi à avoir des gens extrêmement compétents qui travaillent pour lui. Donc il y a des réalisations fantastiques. En attendant, c'est un monsieur qui a une très grande maîtrise d'aller chercher de l'argent partout. Alors montrer qu'on a un certain pouvoir en énonçant les risques, c'est montrer quelque part qu'on est en première position et c'est aller derrière dégager de l'argent pour tous ces projets faramineux. Parce que mettre des implants cérébraux dans la tête des enfants, c'est quand même pas demain qu'on va y arriver. On sait faire des choses sur Parkinson, on sait utiliser pour certaines maladies, mais est-ce que vous êtes prêts, vous, à mettre des implants dans la tête de vos enfants? C'est pas réversible, on ne sait pas quels seront les dommages collatéraux, on n'a pas encore de vision de ce que c'est. Donc, voilà, pour moi, il y a trop d'incertains pour aller dire le Neuralink, c'est génial, c'est ça l'avenir, et grâce à ça, le QI de nos enfants va être plus fort. Enfin, c'est d'une simplicité mortelle quand même. Qu'on a envie de ça, qu'on a envie de vivre 1000 ans, mais c'est fantastique. Mais qu'on vous dise, vous allez vivre 1000 ans parce qu'on va vous recopier le cerveau sur une machine, mais attendez, mais on est dans la cour de récré. Enfin, il y a des choses, moi, qui me stupéfait de non-bon sens, quoi. Enfin, pardon ? Stephen Hawking, il faut comprendre qu'il était extrêmement brillant. Il est extrêmement brillant dans son domaine, donc dans les trous noirs et tout ça, et il se projette, lui, à des années-lumière. Donc, il a fait la même chose pour l'IA, et voilà, il a trouvé le danger du trou noir. Donc, il faut faire attention à... Voilà. Pour moi, ce sont des gens qui sont décalés, qui ne sont pas dans leur domaine. J'écoute aussi ce que tout le monde dit, et je n'ai pas forcément la science infuse, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'il faut rester raisonnable et se battre sur ce qu'on sait déjà pour essayer d'aller un peu plus loin, mais pas trop loin. Voilà, et à quoi ça sert de faire peur? Dites-moi. À quoi ça sert? Ça sert à fermer les esprits, à dire on attend, voilà, c'est irrémédiable, on arrive comme ça. À quoi ça sert? Ben voilà, c'est une question de pouvoir, vous l'avez dit, de pouvoir, de vendre des objets, de marketing. Et moi, ça m'insupporte, j'ai rien à vendre, si ce n'est un livre, mais c'est tout. Oui. Allez-y, monsieur là. Oui. Quels seront les apports de l'informatique quantique dans le deep learning? Est-ce que vous avez une idée? J'ai pas d'idée. Enfin, je sais que ça va accélérer les calculs encore, mais est-ce que ça ira plus loin? Je ne peux pas vous répondre là-dessus. Ça va sûrement encore accélérer les calculs. C'est-à-dire que ce qu'on ne pourra plus faire avec les puces actuelles, puisqu'on voit que la loi de Moore est en train de fléchir, on pourra sûrement encore le faire avec des modèles quantiques. Mais est-ce que ça ira au-delà? Je ne sais pas. Oui, vous avez parlé de la COP, enfin d'initier une COP 21 du numérique. Quand on voit les difficultés qu'il y a pour la COP 21 du climat avec les climato-sceptiques et que là on a des grands groupes financiers qui ont des intérêts commerciaux, comment voyez-vous les premières étapes? Justement, on n'est pas dans la futurologie. Là, comment en 5 ans ça serait possible d'avancer alors qu'il y a tant d'intérêts qui semblent bloquer la marche en avant? Alors, de la même façon, vous avez tout raison, c'est le même problème, avec des intérêts et des lobbies énormes. Je pense qu'on peut y arriver parce que moi, je vois poindre partout, en fait, cette émergence de réflexion éthique. Partout, ça pullule. Les grands groupes aussi, tout le monde se dit, en fait, il va falloir quand même qu'on raisonne un peu sur ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est essentiel dans la société, de porter aussi ce message très positif. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre en se disant, bon voilà, ça nous tombe dessus, machin, on réfléchit à changer les choses, ou à les positionner mieux, ou à les comprendre mieux. Et ça, c'est un discours intelligent dans la société. Et les Japonais sont venus nous chercher en disant, plusieurs chercheurs, Jean-Gabriel Ganassia, c'est un ami aussi, en nous demandant, mais pourquoi vous philosophez autant sur tout ça? Parce qu'il y a urgence, il y a peut-être danger sur certains aspects. Et ils sont partis à fond dedans, là. Les différents ministères sont en train d'élaborer des règles, pas de règles, des chartes de bonne conduite, des chartes. Donc, ça bouillonne en ce moment, vraiment partout. On va se réunir là sur le comité national, avec le comité national de bioéthique ce mercredi. Le Villani qui continue ce qu'on avait fait. Moi, j'avais participé à Francia. J'ai déjà parlé d'éthique. Continue aussi sur ces sujets.
Donc ça va émerger partout. De là à arriver à trouver suffisamment de dynamisme pour faire éclore quelque chose, je ne sais pas, mais Harvard, Stanford, toutes les grandes universités ont ces aspects-là. Alors par contre, c'est hybridé avec le transhumanisme. Voilà. Le transhumanisme étant l'idée qu'on va améliorer l'humain grâce au NBIC, donc aux nanotechnologies, à l'informatique cognitive, donc à la fois l'informatique dure et les neurosciences et le fait qu'on ait big data, tout ça va faire qu'on va devenir plus intelligent parce qu'on va s'hybrider avec du cyborg, quoi. On va nous remplacer petit à petit tout ce qui ne marche pas avec des machines. Et puis on pourrait vivre 1000 ans. Voilà. Donc, bon, c'est un peu comme des nouvelles religions. D'ailleurs, ce sont des courants philosophiques qui sont proches en fait de penser, de promouvoir de nouvelles religions. Donc je pense que c'est assez dangereux quand même la façon dont c'est montré, parce qu'il y a une élite en fait qui va profiter de tout ça, et puis il y a un grand nombre de gens qui en profiteront pas du tout. Hein. Pour l'instant, c'est pas un mouvement très social qui est proposé aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Hein. Je n'en vois pas du tout les fondements. Après, même s'ils ont des causes qui sont essentielles, c'est pousser plus loin les connaissances pour qu'on vieillisse mieux, qu'on soit en meilleure santé. C'est essentiel, ça. On est tous d'accord que c'est essentiel. Si on peut aller plus loin dans la santé, soigner mieux les gens, les aider à mieux vieillir, c'est formidable. Maintenant, il ne faut pas que ça soit trop manichéen, trop manipulé quoi, derrière. Mais COP21, bon, je pense en tout cas qu'il faut que les citoyens et les chercheurs et tous les gens qui ne sont pas justement dans ces lobbies se réveillent, et les gouvernements se réveillent pour promouvoir ce genre de choses. Et pour moi, c'est ce que je réponds aux politiques, c'est l'éthique, c'est pas un frein à l'économie. C'est juste on construit des trucs qui sont éthiquement vérifiés, quoi. On met des règles éthiques, on fait de l'éthique by design, on essaie de comprendre dans quel cadre il ne faudrait pas l'utiliser. Puis ça peut être aussi juste de la formation. On forme les gens à ce que pourraient être les déviances de ces machines, comment elles seraient mal utilisées, comment elles réagiraient mal dans notre environnement. Si on est alerté de tout ça, on fera faire attention. Donc c'est tout sauf avoir peur. C'est se dire, ça peut être utile, donc voyons à quoi ça sert, et puis si on trouvait des garde-fous intelligents, des bonnes pratiques, l'expliquer aux autres, faire de la solidarité autour de ces machines, laissez pas les gens subir, et d'autres qui est une élite qui connaît, hein, l'entre-soi des petits comités scientifiques dans lesquels on est habituellement, c'est un peu pénible. Il faut que ce soit une discussion qui soit ouverte sur toute la société, hein. C'est pour ça que je parlais de COP21, c'est-à-dire que c'est pas seulement pour essayer de faire bouger les choses au niveau des lobbying, machin, parce qu'on n'y arrivera pas, c'est aussi pour que tout le monde soit au courant. Hein, c'est deux aspects. Hein. La formation, c'est évident. Et puis on a un certain pouvoir quand même entre eux. On a l'impression qu'on n'en a pas en tant que citoyen, mais on en a plus qu'on ne le pense. C'est-à-dire qu'on peut être à beaucoup à être contre quelque chose. Alors, il ne s'agit pas non plus de faire des barricades et des révolutions, mais on peut trouver des façons aussi de ne pas jeter des choses. On peut décider que ça, on est contre. Et puis, il faut pas se leurrer. De toute façon, ces objets intelligents qui manipulent, ils arrivent. Vous avez vu, la fée clochette, là, elle va arriver chez nous. On a déjà Google Home. On va l'avoir aussi, le Gatebox, là, chez nous. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit que c'est bien pour nos enfants? Est-ce que c'est pas bien pour nos enfants? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de recul, quoi, sur toutes ces choses-là? C'est du pratique, hein, aussi. Hein. Et puis, si on laisse faire et qu'on n'a aucune connaissance de comment c'est construit, ces trucs-là, c'est pour ça qu'il faut continuer à faire de la recherche aussi sur les mêmes objets, même si on ne les développe pas dans notre économie, ou alors si on les développe à bon escient, avec des règles, des garde-fous. Bon. C'est peut-être un peu... C'est pas magique, il faut bosser, hein, c'est tout. Pardon? Oui, il y en aura plein. Il y a de l'espoir parce que le directeur de la recherche à Orange, de Massieu, parle d'éthique. Mais tout le monde en parle. Nous, moi, je parle d'éthique partout. J'en parle avec IBM, j'ai été voir Google, Facebook. Tout le monde veut en parler. Tout le monde. Et à l'heure actuelle, quand il y a quelqu'un qui dit « Ah ben non, c'est nul », on le traite de ringard. Donc, ça commence à monter, là. Ils sont obligés de réfléchir un tout petit peu. Puis derrière le mot, ce qu'il faut aussi, c'est pas qu'on fasse une espèce de label. C'est ça qui va pas marcher, en fait, avec ce qu'on cherche à faire. La COP21, c'est juste, il faut que tout le monde soit au courant que ça existe. Mais ça ne veut pas dire qu'on aura une règle... parce que c'est assez facilitant, ça. Vous décidez d'un truc et puis finalement c'est quelque chose qu'on appose partout puis on se pose plus de questions. Et du coup c'est facile de contourner. On a vu Volkswagen qui contournait avec ses voitures des règles qui étaient données. Hein. Bon, il ne s'agit pas de refaire forcément la même chose, mais
derrière les grandes questions, c'est est-ce qu'il faut des lois en plus? La protection des données là, qui vient de l'Europe, c'est une super avancée. Parce que ça nous permet de garder des données en France, en Europe. L'anonymisation, même si on sait que ça peut être réversible, on peut quand même retrouver les gens, il y a quand même des mesures de prise. L'oubli des données, ça n'existe pas l'oubli des données, mais c'est des référencements, c'est-à-dire qu'on coupe des branches, mais vous savez très bien quand vous avez utilisé un ordinateur qui d'un seul coup s'est planté, vous avez été voir un ingénieur système, il vous a retrouvé les données, donc c'est possible de les retrouver. Mais voilà, donc il y a quand même des avancées qui sont plutôt positives. Il faut continuer comme ça, nous, à essayer de pousser ce qu'on ne veut pas. Voilà. Il faudrait trouver des garde-fous pour dire ça on n'en veut pas et l'envoyer très fort aux autres médias, quitte à faire de la télé. Il faut utiliser les mêmes outils, hein. On peut faire du marketing anti-truc, hein. Faire de la pub, des films, écrire des livres. Enfin, si vous regardez le nombre de livres qui sont faits par des gens en ce moment sur la robotique, c'est énorme en France. Hein. Tout le monde, même les robotiques, même ceux qui n'ont jamais fait de robotique, ils sont là. Hein. Tout le monde est là. Hein. Mais c'est très bien. Mais c'est très bien. Mais oui, mais c'est très bien. Mais non, mais c'est très bien qu'on en parle. C'est très bien que tout le monde réfléchisse là-dessus. Il faut s'approprier ça et puis se poser des vraies questions sur quelles sont les fonctions. C'est pareil, il y a des roboticiens qui font des robots pour faire des robots. Mais c'est pas le but. Hein. On ne veut pas faire un robot humain. Pour moi, c'est pas ça le but. C'est quelle fonction a ce truc, quoi. À quoi ça nous sert? En quoi ça serait mieux pour nous? Est-ce que c'est mieux pour nous? Là, je reviens du Brésil où ils se disent les robots, pourquoi on ne les utilise pas à l'école? À l'école, il y a du racket, il y a une école publique, hein, au Brésil. Il y a du racket, il y a des gens qui ne se comportent pas bien. Pourquoi on n'aide pas? On ne met pas un robot qui serait aussi peut-être piloté à distance par un enfant. Enfin, il y a des tas de manips qu'ils essayent de mettre en œuvre pour créer du lien social et faire mieux comprendre les risques autour du racket, la maltraitance des enfants entre eux. Pourquoi pas? Pourquoi pas imaginer le robot, il serait là en fait pour montrer les émotions des autres, par exemple. Les gens ne se regardent pas forcément, et puis il y aura un enfant qui pleure, je sais pas, le robot dirait tiens, regarde lui, il est en train de pleurer, peut-être l'aider. Un robot qui crée du lien social. Ouais, parce qu'il n'a pas de prétention de rien, c'est une machine. Alors, la première chose qu'il pense faire, en fait, c'est utiliser un robot téléopéré, pas un robot autonome. Tous les robots, au départ, sont plutôt téléopérés qu'autonomes. C'est-à-dire qu'il y a un humain derrière qui pilote le robot. Oui, mais qu'est-ce qu'il ferait ce robot? Et bien là, par exemple, il aiderait les enfants à mieux comprendre des réactions des autres, parce qu'ils ne se regardent pas. Juste pas parce qu'ils n'en sont pas capables, parce qu'ils ne se regardent pas. Et puis, devant des situations, ils veulent leur faire construire des robots, que je trouve génial aussi. Il faut faire ça à l'école. On a déjà des premières initiatives comme ça. Des robots, un robot, ça peut être assez simple. Vous prenez du liquide dans des petites seringues qui font une espèce d'énergie, puis vous faites bouger la petite voiture sur un petit circuit. On peut faire des trucs avec de l'eau, au lieu d'avoir l'électricité. Enfin, on peut imaginer, comme la main à la pâte l'a fait, comme Charpak l'a fait, des espèces de manettes innovantes pour créer des choses avec un robot présent qui est aussi là pour voir comment les gens interagissent. Alors attendez, ce qu'ils veulent faire surtout, c'est mélanger des garçons et des filles, mélanger différentes origines aussi, parce qu'ils ont plein de problèmes entre des risques entre des enfants qui sont de différentes origines. Au Brésil étant un mélange culturel énorme. Et donc, ils veulent montrer que le robot il peut piloter les gens pour aider à faire ça, et que derrière le robot, c'est un petit garçon qui est de telle origine, par exemple. Et quand il va les faire travailler en n'étant pas visible, et qui se montre après, les autres vont comprendre que finalement, on est tous égaux devant le fait de faire une tâche, d'organiser une tâche. Et ça serait un robot essentiellement émotionnel. C'est sur l'idée de l'empathie et... C'est sur l'idée de l'empathie. Alors les robots, ils ne sont pas émotionnels parce qu'ils ne font que simuler, on est d'accord, mais ils pourraient simuler de l'émotion. Ils ne font que simuler. La mauvaise humeur, la bonne humeur, des trucs comme ça, que de l'émotion. Pas seulement parce que l'enfant parle à travers le robot, mais enfin, c'est tout un projet, hein, si vous voulez. mais il faut juste comprendre qu'on peut utiliser ces machines autrement que la première imagination qu'on en a, qui est je parle avec une chose qui est en face. Elle peut être téléopérée par des enfants, par des adultes, dans différents cadres. Les enfants autistes l'utilisent pour parler aux autres. C'est aussi très intéressant. Et les médecins peuvent aussi l'utiliser pour aller surveiller leurs patients toute la journée.
Pouvez nous parler, s'il vous plaît, de l'expérience de Microsoft avec son chatbot là qui... Ah oui, Taille. Comment? Taille de Microsoft, celui qui a appris automatiquement. Celui qu'on a été obligé de fermer parce qu'à un moment donné, tout à fait. il était, bon, donc j'en ai pas parlé, mais en fait c'est un des sujets qui moi me semble important, c'est que ces machines qui sont capables d'apprendre, elles peuvent être dotées de la capacité d'apprentissage sous contrôle d'ingénieurs, mais elles peuvent aussi avoir la capacité de continuer à apprendre une fois qu'elles sont utilisées chez quelqu'un. Donc, Taille de Microsoft a été une expérience qui avait été menée, je pense, par Microsoft, au final. Que les hackers étaient des white hackers en lien avec Microsoft. En gros, ils ont mis un système de chatbot, donc de robot barbare, d'agent conversationnel, sur Twitter. Et l'agent conversationnel était censé être une adolescente. Et au début de la journée, elle disait aux internautes qui parlaient avec elle, vous êtes fantastiques, les humains sont fantastiques, etc. Et puis, à la fin de la journée, elle tenait des propos comme quoi les nazis étaient super, qu'Hitler était formidable et que les femmes étaient nulles. Enfin, un truc misogyne, macho, raciste et pro-nazi. Donc tous ces discours avaient été tenus par des gens qui avaient interagi avec la machine, et donc la performance était là, que la machine avait retenu les mots que prononçaient les gens et était capable de les replacer dans leur discours. Alors, bon, on ne sait pas bien d'où ça vient ce truc-là. Est-ce que c'était une erreur ou pas? Parce qu'ils ont pu montrer, Microsoft, un certain pouvoir d'adaptation de la machine. D'accord? Donc ça, c'est un pouvoir que les autres n'avaient pas montré avant. Et deux... à partir de là, on peut se poser effectivement la question de savoir comment on va en fait réguler ces machines qui apprennent toutes seules. Comment il faut leur faire passer un permis, comme vous avez une voiture, vous faites un contrôle technique souvent. Il passe un permis pour ses capacités, puis après on fait des contrôles techniques. Est-ce qu'il faut faire des contrôles techniques avec ces machines? Est-ce que la personne qui sera propriétaire du robot va être, elle, responsable? On est responsable de son chien, sa voiture, de tout un tas de choses. Bon, mais son robot, on sera responsable de son robot. Donc ce sera à nous de vérifier s'il apprend n'importe quoi, de dire, je le ramène à la case école reset. Alors, tu vois, par exemple, faire qu'il y ait des endroits où on peut se ramener son robot en disant « il ne fonctionne pas bien, il a mémorisé des choses que je ne veux pas qu'il mémorise », voilà, ça va lui donner du travail, ça. Parce que ce n'est pas évident. Voilà, et en fait, c'est des hackers... C'est des hackers qui l'ont sollicité beaucoup avec un langage inapproprié. Mais je ne sais pas si c'était une vraie prise de contrôle ou si c'est pas quelque chose qui est fait par l'entreprise pour montrer à quel point la machine peut arriver à apprendre toute seule. Dans les années 60, il y avait déjà cette formidable expérience ELISA. Vous connaissez ce premier agent conversationnel, finalement, qui était fait par le professeur Weizenbaum, qui était une machine qui simulait un psychiatre rogérien. Alors, d'après ce que j'ai compris, quand on est de ce type de psychiatrie, on reprend les mots que la personne donne dans sa réponse. Une espèce de stratégie d'empathie vis-à-vis de l'autre. Vous dites « je vais bien, vous allez bien ». On va reprendre les mots qu'elle dit. Alors, quand je vais bien, tout va bien, c'est pas grave, mais quand on parle de je sais pas quoi, mon chat, machin, la machine dit « votre chat ». Donc, reprend les mêmes mots. Et il montrait que c'était pas si compliqué avec une analyse de type modèle de Markov. On mémorisait les suites de mots et qu'ils pouvaient les réutiliser dans une phrase. Après, quand ils savaient pas quoi répondre, il y avait un truc qui disait « je vous comprends ». Et « je vous comprends » était la façon de dire je suis toujours là, mais en fait, j'ai rien compris. Et en fait, la personne en face ne pensait pas ça, elle pensait qu'elle avait toujours en face une capacité d'interprétation suffisante. Donc, peut-être que voilà, ils ont juste un système comme ça qui fait ELISA. C'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Mais malgré tout, ça bluffe. Donc on peut très bien faire ça sur un système qu'on met en ligne, et puis que les gens s'emballent devant et racontent n'importe quoi, la machine va raconter n'importe quoi. Même système. Alors pour revenir à cette idée comme de chatbot, c'est Microsoft. Oui. Est-ce que ça, c'est pas un exemple de fait
on ne doit pas vraiment séparer l'éthique du robot de l'éthique des hommes, parce que c'était le mal comportement des hommes qui a créé ce problème. Alors... Tout à fait. Ce n'est que le mauvais comportement des gens qui fait que les machines ne seront pas éthiques. C'est tout à fait mon point de vue. C'est-à-dire que si l'humain ne fait pas attention, par exemple, aux données qu'il utilise pour entraîner de l'apprentissage machine, il risque de faire de la bêtise artificielle ou de la discrimination, ce qui est moins fun, c'est-à-dire proposer des choses que des personnes, par exemple, de peau noire ne pourront pas avoir et des personnes de peau blanche pourraient avoir, en discrimination directe, par le fait qu'il y avait un truc comme ça, Google avait mis une identification sur des photos et les personnes qui avaient la peau foncée étaient vues comme des singes. C'est sympa, non? Vous regardez sur Internet, vous regarderez, il y a plein de médias qui ont parlé de toutes les discriminations et de toutes les pauvretés de ces machines. Si on ne sait pas sélectionner ce qu'on met en entrée, on fait de la bêtise. Si on recopie ce qu'on fait dans la société, c'est-à-dire supposer qu'une machine apprenne toute seule, à partir des données qu'on collecte pour devenir un bon RH. C'est-à-dire qu'on lui file des CV pour recruter des gens. On lui donne des CV en entrée et on dit voilà la personne qui marche bien dans la société. À votre avis, il va sortir quoi comme meilleur profil? Il risque de sortir un homme de race blanche de moins de 30 ans qui a fait une grande école, par exemple en France. Bon, voilà, c'est une espèce de standardisation mortelle. Il faut faire attention à ce que les machines ne nous fassent pas que de la norme, de la standardisation, et que ça ne soit pas biaisé totalement, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le but du jeu, c'est au contraire, devant un problème, de mettre autant d'éléments de l'un et de l'autre en disant, ben voilà toutes les caractéristiques qu'il faut apprendre, et pas juste reproduire les biais qui existent déjà dans la société. On sait qu'il y a très peu de femmes qui sont à des hauts postes. On peut faire des statistiques, hein, c'est facile. Hein. On me dit souvent pourquoi les femmes ne font pas de la science. Mais je dis, il n'y a pas de modèle féminin. Pardon ? Non, mais attendez, il en faut un paquet avant que ça change. Hein. Non, mais il faudrait beaucoup de femmes pour que ça change. Il faudrait beaucoup de femmes pour que ça change. Mais il n'y a pas de modèle féminin. Si vous fallez des statistiques, et en ça, l'intelligence artificielle est utile, vous faites des stats sur la grande audience qui parle, qui énonce des idées sur la télé, vous allez regarder que c'est un maximum d'hommes. Qui énonce des idées dans les journaux, qui énonce des idées au niveau politique. Regardez un peu qui parle. Je ne dis pas le présentiel, hein. Je parle de gens qui émettent les idées et qui sont repris. Il n'y a pas de modèle féminin, ou beaucoup moins que de modèle masculin. De la même façon que les robots sont faits par des hommes, principalement. Quand je vais à des conférences dans mon domaine, machine learning et signal analysis, il y a beaucoup de personnes qui viennent de Chine et d'Inde qui sont des hommes. Et donc les futurs robots, qui seront des robots sexuels peut-être, je sais pas quoi, vont être des fantasmes d'hommes principalement. Leur modélisation sociale va être faite principalement par des hommes. Pourquoi aussi, ce sera des fantasmes de certains, quoi. Pourquoi il n'y a pas plus de femmes? Aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de professeurs en informatique qui sont des femmes. Elles vont enseigner les lettres, etc. Il n'y a pas assez de femmes. Elles n'ont pas encore vu tout le côté qui est nouveau. Hein, parce que pour l'instant, on était plutôt sur... on fait de l'informatique d'un côté. Ce qui est en train d'éclore, ce qui est la richesse actuelle, c'est ce côté pluridisciplinaire. On a besoin, pour parler des robots sociaux, de voir des sociologues, des psychologues, des philosophes, des neuroscientifiques, des informaticiens. On a besoin de tout ça pour y arriver. Et les informaticiens, ils sont au centre. Ils ne sont pas les larbins qui font du code. C'est pas ça. Hein. Parce que si vous ne mettez pas, et c'est ce que ont tendance à faire certains mathématiciens ou certains autres hommes politiques, si on ne met pas l'informatique au centre, on risque d'avoir des gens qui conçoivent les machines qui ne vont pas bien les concevoir. Hein. Si on ne met pas un effort en disant tout le monde doit être conscient, tous les hommes, femmes doivent être conscientes que l'éthique, c'est quelque chose qu'on doit penser quand on est en train de concevoir ces machines. Bon, il ne faut pas se dire, c'est juste les sociologues qui vérifient qu'effectivement elle est éthique ou pas. C'est aussi l'informaticien qui le conçoit. Bien. Eh ben, écoutez, Ah oui, alors il y a ça aussi, tiens, je vais en parler de ça. Donc, pour terminer, la réglementation sur les robots. Donc, il y a plusieurs orientations avec un clivage fort sur l'idée de créer une nouvelle espèce. Voilà. Le robot social, là, supposé être très avancé, parce qu'il n'est pas encore forcément, mais il pourrait être promu avec des droits et des devoirs. Donc, il pourrait avoir une autre classe. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a en France? On a des choses et des hommes.
Les sociétés sont considérées comme un homme aussi, avec des droits et des devoirs, et les choses sont dépendantes de soit des sociétés, soit des hommes. Bon, et alors on a des tas de lois autour de tout ça, comme l'objet est défectueux, qui est responsable, l'éco-responsabilité, il y a aussi des choses qui sont dans les lois, qui existent. Alors pourquoi on veut créer cette personnalité juridique sur le robot ? Et si on ne veut, et quels seraient les dangers de faire ça? C'est surtout ça qu'il faut voir. Après tout, alors le premier danger que je vois, c'est le robot, il ira jamais en prison. On peut à la limite le dire, il va en prison, on le détruit, quoi, parce qu'il c'est pas un bon robot. Mais il va pas forcément apprendre de ses erreurs, le robot lui-même. C'est le concepteur qui devrait apprendre de ses erreurs. Donc si c'est le robot qui est responsable et pas le concepteur, qui nous dit que le concepteur va changer sa façon de faire? Il faudrait au moins ça existe. Ensuite, si je conçois un robot qui a cette personnalité juridique, je suis obligé de lui mettre un peu d'argent sur sa tête. C'est une sorte d'assurance pour pouvoir donner de l'argent à toutes ces victimes. C'est ça nous on est capable de faire. Hein. Vous faites quelque chose de pas bien, on va vous dire faut donner 100 000 € à un tel parce que vous l'avez écrasé, vous avez écrasé son fils, son chien, je sais pas. Enfin bon, on doit être puni. Et puis, on doit payer une somme d'argent pour essayer d'aider les victimes et les gens qui ont subi ce qu'on a fait. Qu'est-ce que va faire le robot? Donc, ils vont avoir une somme d'argent qui lui est mise sur la tête. Donc, qui sera capable de faire ça? Que les grosses sociétés. Dès que ce sera une petite start-up qui veut faire ses robots, elle n'aura pas le pouvoir de sortir autant d'argent à mettre sur toutes les têtes de ces robots. Donc ça va faire un clivage entre finalement des start-up qui ont peut-être des bonnes idées et puis des grands groupes qui auront la capacité de mettre de l'argent sur chacune des machines. Donc pour moi, c'est pas un bon choix. La dernière, qui est sûrement la plus importante, c'est and quid de notre statut, nous, d'humains citoyens respectables. On a un certain nombre de devoirs et de droits. Pourquoi la machine les aurait aussi? Elle n'est pas consciente, la machine. Et elle n'a pas de solidarité envers les autres. Enfin, je ne sais pas. Quand on est citoyen et qu'on est régi par ces lois et qu'on a des droits et des devoirs, on a aussi le droit de respect des autres, de solidarité au sein de la cité. Enfin, il y a un certain nombre d'engagements, même si tout le monde n'est pas toujours conscient de ça, il y a quand même un engagement de société. Et puis si on en est là aussi dans notre réflexion sur toutes ces machines, tout ça, c'est parce qu'on était une société positive. On a su monter petit à petit en compétences en étant beaucoup. Hein, c'est pas lié à un individu. Donc ces machines, qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles vont monter en compétence à beaucoup? Elles vont venir. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Donc je pense qu'il y a un danger parce qu'on ne sait pas du tout qu'est-ce qui est derrière en fait cette prétention de mettre des machines. Je ne vois que un aspect financier possible, mais pas de bienfait, quoi, à essayer de rendre ces machines plus respectables et citoyennes qu'elles ne le sont. Je ne vois pas l'utilité. Donc qu'on me démontre ça. Je vois plutôt les défauts. Maintenant, s'il y a une utilité, qu'on nous la prouve. Et Alain Bensousson, qui en parle beaucoup, la scène comme un fait, mais le démontre pas, cette utilité. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre participation et bonne soirée à tous.